Parler plus particulièrement de la place du CV dans le marché du travail aujourd'hui. On fera aussi une aparté sur la lettre de motivation. On verra les conseils clés. Alors encore une fois, ça n'a pas valeur d'évangile, bien sûr, on va partager ensemble nos expériences communes sur ces éléments-là. L'idée, c'est justement d'être curieux de ce qui se fait sur le marché du travail en matière d'évolution des outils du CV. On verra quelques CV d'avant-garde, un petit peu les CV du futur, et notamment le passage du CV papier à tout ce qui va être lié au CV numérique notamment. Ça, c'est un élément très très important. Et on verra ce qu'il faut mettre en particulier en avant en termes de valeur ajoutée sur son CV, notamment dans le cadre d'une candidature plutôt liée à l'international, une entreprise à dimension internationale, comme c'est le cas pour OF par exemple. Donc c'est ce à quoi nous on fait attention en tant que recruteur. Donc c'est le conseil qu'on donne aux candidats sur les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Donc on va voir le CV effectivement d'aujourd'hui. Déjà, il faut prendre en considération à qui on s'adresse. On s'adresse effectivement à une audience de recruteurs qui a peu de temps. Donc ça peut être effectivement un DRH ou un assistant ou une assistante de DRH qui a peu de temps, qui reçoit énormément de candidatures. On est sur un marché de l'emploi extrêmement concurrentiel. Il y a déjà beaucoup de chercheurs d'emploi. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent d'études. Et puis vous avez aussi les actifs qui peuvent être en recherche aussi constante d'évolution professionnelle, qui ne sont pas forcément figés sur leur métier actuel. Donc tout ça, ça crée je dirais une enveloppe très très concurrentielle sur le marché du travail. Les recruteurs reçoivent énormément de candidatures, donc il faut en avoir conscience. Et puis bien sûr, comme on l'a évoqué, on est maintenant dans un marché du travail très très ouvert, donc ce n'est pas forcément des candidatures uniquement provenant de France pour le marché français, mais venant de l'international, et inversement, des étudiants ou des actifs français qui peuvent être intéressés par le fait de postuler à l'international. Donc c'est vraiment très concurrentiel, très mobile, et il faut en avoir conscience. Par rapport à ça, l'intérêt de l'outil CV, c'est que c'est finalement un peu votre pièce d'identité, votre carte d'identité vis-à-vis du recruteur, et il faut que ça soit percutant. Il faut effectivement que ce CV retienne l'attention de la personne qui va lire en premier lieu votre CV. Donc ça peut être le recruteur directement, mais ça peut être encore une fois un assistant ou un assistant, ça peut être même un stagiaire qui va faire effectivement le tri dans les CV avant de les amener effectivement à son tuteur de stage. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un CV qui retienne l'attention parmi les 100 CV que le recruteur va recevoir par jour. Donc ça, c'est un élément déjà à prendre en considération. Allez-y. Il existe un site qui nous permet de nous aider sur Internet pour le faire. On va en parler tout à fait. Ce que je vous propose, c'est que je vais dérouler la présentation. À certains moments, ce sera effectivement interactif et vous pourrez me poser vos questions à la fin. Mais on va évoquer ces questions-là. On va déjà commencer à regarder un petit peu ce que les recruteurs observent en premier. Là, vous avez effectivement un CV, donc un recto verso. Là, vous avez la page, enfin le recto, la première page, et ici, la seconde page. Ce qu'on peut observer, effectivement, les points chauds, ce sont les lieux, enfin les endroits qui retiennent visuellement l'attention d'un recruteur. Et on s'aperçoit effectivement que le recruteur, ce qu'il va regarder en particulier, ça va être des aspects liés au nom, liés effectivement à votre activité actuelle, ce que vous faites, dans quelle société effectivement vous travaillez, vos postes précédents, les sociétés, la formation, et puis je rajouterai quand même un point sur tout ce qui est lié à vos centres d'intérêt, c'est-à-dire ce qui vous caractérise vous en tant que personne par rapport effectivement à un autre candidat. Donc ce qui est très très important, et ce que j'ai coutume de dire moi aux candidats, c'est qu'il faut surtout prendre une grande attention, un grand soin au premier tiers du CV. Encore une fois, on part du principe que le recruteur va passer 6 secondes en moyenne sur un CV pour faire un premier tri dans ses 100 CV. Donc il va regarder ces quelques informations clés. Il faut effectivement qu'il puisse les trouver de manière très 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 rapide. Donc le premier tiers, c'est vraiment une partie à soigner. Il faut que les éléments clés soient présents, très facilement identifiables, pour que le recruteur ne soit pas perdu. Et de toute façon, il ne cherchera pas. La première lecture, il ne va pas chercher. Il faut que ça lui tombe sous les yeux. Et il faut effectivement bien prendre en considération que le premier tiers de chaque page est extrêmement important. Les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc on va passer un peu aux éléments un peu plus interactifs. À votre avis, quelles sont les choses absolument à faire quand on rédige un CV? Est-ce que vous voulez partager avec moi votre expérience du sujet? Être clair et précis. Arriver droit au but au niveau des formations, des diplômes, du métier recherché. Oui, donc déjà un intitulé. Ouais. Un intitulé. De la clarté effectivement dans la rédaction de son CV. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que
que vous voyez. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais... Une photo, alors on en parlera, la photo, c'est toujours un grand débat, on met pas, on va voir effectivement cette question-là. Est-ce que vous voulez rajouter encore un autre point? C'est son nom, prénom, coordonnées, son âge. Par contre, j'hésite toujours, parce qu'il y a des versions différentes, si on met sa date de naissance ou son âge en clair. Bon, après... Ils n'ont pas le temps de calculer à chaque fois, mais... rien n'empêche de mettre les deux éventuellement. Voilà, maintenant, les deux, moi je conseillerais effectivement de mettre l'âge. Après, vous pouvez aussi tomber sur un recruteur. Vous savez, il y a des recruteurs, enfin moi mon premier patron était comme ça. Il regardait l'horoscope en fait. Ça faisait partie de ses critères de recrutement. Ça peut être complètement subjectif, hein, mais c'était une réalité. Donc le fait de savoir quel jour, quel mois vous êtes né, ça peut être un point ou négatif ou positif, mais enfin ça peut ne pas forcément laisser indifférent. Des fois ce sont des choses qui paraissent vraiment absurdes, mais ça peut. Donc maintenant, bon, à la première lecture, c'est pas un élément discriminant de mettre l'un ou l'autre, hein, mais effectivement ça peut être un sujet de réflexion. Alors quels sont les éléments clés, les points à suivre? Déjà, il faut une structure dans le CV. Il faut effectivement, encore une fois, que le recruteur puisse identifier les points clés de votre CV. Lui, il recherche des informations claires. Il faut qu'il puisse les retrouver clairement dans le CV. Donc, c'est important qu'on puisse y retrouver la formation, les expériences professionnelles, des informations personnelles, vous l'avez évoqué, les coordonnées notamment. Des compétences et qualités, ça c'est un pavé auquel personnellement je fais extrêmement attention, on en reparlera tout à l'heure. Les centres d'intérêt personnel, parce qu'encore une fois, surtout quand on sort des études, on a, je dirais, des domaines de compétences assez similaires les uns et aux autres. Ce qui va différencier un candidat par rapport à un autre, c'est un peu ce qu'on est soi-même, sa personnalité. Et ça, ce sont des éléments qu'on peut aussi valoriser et mettre en avant. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'intitulé, c'est à savoir qu'est-ce qu'on recherche comme type de poste. Si c'est trop vague, effectivement, pour le recruteur, on se dit il cherche un peu tout et n'importe quoi, il cherche surtout un emploi ou il cherche surtout un stage. Non, il faut être précis, il faut montrer au recruteur qu'on a bien compris pourquoi on postule. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en avant des résultats. J'ai coutume de dire que c'est... Souvent dans les CV, c'est un petit peu trop subjectif, c'est pas assez quantifié ni qualifié. On en reparlera tout à l'heure, notamment dans le cadre des CV en ligne. On peut au jour d'aujourd'hui valoriser ces résultats, ces performances dans le cadre de ces missions, dans le cadre d'un CV. Ça, c'est important de le faire. Bonjour. Bonjour. Désolé. Non, mais vous aurez un avertissement, c'est pas grave. Donc ça, c'est un élément, effectivement, à mon sens, extrêmement important. C'est de mettre en avant des résultats quantifiés. Je vais donner un exemple très précis. Nous, dans le cadre de EF Éducation, c'est une entreprise de vente. Donc on travaille dans le cadre du télémarketing. C'est-à-dire que nos commerciaux appellent nos prospects. C'est vrai que nous, on va être attentif à un candidat qui va dire, voilà, moi j'ai travaillé, je dis n'importe quoi, chez Bouygues ou je sais pas, je faisais du télémarketing. Très bien, ok. Mais ça veut tout dire et rien dire. Des éléments quantitatifs, c'est combien d'appels il faisait par jour, combien d'appels reach, quelle était la durée des appels, ce genre de choses. Là, on va quantifier la nature du travail, la qualifier, et ça c'est beaucoup plus intéressant pour le recruteur que uniquement de savoir s'il a travaillé dans un service de télémarketing. C'est trop vague. C'est trop vague pour moi. Le candidat, il peut très bien avoir, par exemple, un volume d'appels chez Bouygues de 20 appels jour. Très clairement, chez EF Éducation, ça ne va pas nous satisfaire. Par contre, s'il nous dit j'avais un volume d'appel à 80 appels jour, son CV va retenir notre attention. On va se dire ça, c'est un candidat qui peut rentrer dans notre dynamique de travail. Donc ce sont des éléments qui sont très 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 importants. Encore une fois, il faut être dans la perspective que le recruteur il reçoit beaucoup de CV. Donc il faut effectivement retenir son attention, ça c'est le premier point. Donc si on peut quantifier ces résultats, ça c'est un élément qui va permettre de faire ressortir sa candidature. Personnaliser le CV en fonction du poste, utiliser un vocabulaire stratégique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour personnaliser un petit peu son CV par rapport effectivement à l'entreprise dans laquelle on postule? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Des choses que vous faites peut-être, hein. Des liens? Des liens internet? Des liens internet qui renvoient vers quoi? Soit les projets sur lesquels on a travaillé. Mais donc en rapport avec le secteur d'industrie? Oui, exactement. D'accord, ok. Donc ça c'est pour qualifier son CV par rapport à l'entreprise. Là, vous êtes arrivé juste après. Comme je l'évoquais, là on est dans le constat de dire que les recruteurs reçoivent énormément de candidatures, plus d'une centaine par jour. Donc les CV, ils les reçoivent et il y a un premier tri qui est fait en 6 secondes.
Ce qu'il faut, c'est déjà retenir l'attention du recruteur pour qu'il lise vraiment votre CV. Et un bon moyen, effectivement, d'attirer l'attention du recruteur, ça peut être de personnaliser le CV en fonction du poste ou du secteur d'industrie ou de l'entreprise. Un petit conseil, par exemple, que je peux vous donner, c'est d'utiliser le code couleur de l'entreprise. Je vous donne un ordre d'exemple. Vous avez vu, EF Éducation, votre code couleur, c'est magenta. Okay, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des codes couleurs ou des couleurs d'entreprise qui sont marquantes. C'est le cas pour l'INFA, c'est le cas pour d'autres écoles. Ça, c'est un élément qui identifie effectivement l'entreprise. Et ça, c'est un élément qui peut être intéressant à utiliser pour attirer le regard du recruteur, parce que lui, ce sont des couleurs auxquelles il est habitué. Vous pouvez très bien, dans la structure de votre CV, vous avez des titres, etc. Vous voulez les surligner. Vous pouvez tout à fait utiliser le code couleur de l'entreprise, effectivement, à laquelle vous postulez. Ça va faire un rappel, je dirais, dans la tête du recruteur. Et ça peut être un élément déclencheur pour lui d'intérêt. Mais on reverra d'autres aspects par la suite. Un élément que vous n'avez pas signalé, mais qui pour moi est essentiel, c'est l'orthographe. C'est impossible d'envoyer un CV avec une faute d'orthographe ou une lettre de motivation. Donc faites-vous relire par vos proches, ça c'est un élément rédhibitoire pour un recruteur, surtout si vous devez rédiger des emails à des clients, à des fournisseurs, même à des collègues. Voilà. Si votre CV, qui est un document que vous êtes censé avoir préparé, n'est pas exempt de fautes, ça ne pourra pas passer dans le milieu professionnel, ça c'est évident. Excusez-moi, pour les questions, c'est au fur et à mesure ou c'est... Ça dépend. Vous avez quoi comme Là, question ? en l'occurrence, mettre en avant sa personnalité en dehors de nos loisirs, comment on peut mettre en avant notre personnalité dans le CV ? Ça peut être lié à vos engagements, notamment les engagements associatifs, d'autres éléments qui sont en dehors des expériences professionnelles ou de vos emplois. On va le voir après. Hein, je vous donnerai des exemples concrets par rapport à ça. Ça, c'est vrai que ce que vous nous dites, c'est vivement conseillé, voire indispensable. Ah bah ce sont les choses à suivre. Mais on a tendance après, quand on a pas mal d'expérience, à plus, on met ce qui est en rapport bien entendu avec le poste recherché. Mais après on arrive vite à... faut pas dépasser une page, quoi. Donc si on commence à détailler... on va le voir. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir comment on peut trouver des solutions par rapport à ça. Okay. L'importance de la présentation. Vous parliez tout à l'heure sur quel site peut nous aider. Là, vous avez quelques exemples, on en reparlera tout à l'heure, mais comme LinkedIn, bien sûr. Do You Buzz ou ResumeUp sont effectivement des sites internet où vous pouvez créer vos CV en ligne. Donc, vous avez la plupart de ces sites proposent, je dirais, une utilisation de des bases qui est gratuite. Après, bien sûr, si vous voulez rentrer dans des personnalisations de CV plus abouties, forcément, ils font payer leur service. Mais bon, ça, c'est normal. Hein. Mais ça peut déjà donner des idées, de voir ce qui a été fait par d'autres candidats. Encore une fois, sur le marché du travail, il faut être curieux de ce que font les autres et être toujours en veille. Pas penser que l'outil que l'on a est l'outil absolu. Non, les choses évoluent. Il faut être attentif à ce qui se fait, à avoir une veille très très permanente sur effectivement le marché du travail, sur les outils de candidature. Donc ces sites-là ne sont pas les seuls. Hein. J'ai pris quelques exemples, mais ce sont des bons sites en tout cas que moi personnellement j'apprécie et que je trouve assez dynamique, assez intéressant. Personnalisez votre CV. Il y a, rendre son CV personnalisé, intéressant. Je ne comprenais même plus ma phrase. Vous pouvez les répéter parce que vous avez dit tellement vite. Ils sont notés là-haut. LinkedIn, Do You Buzz, ResumeUp. Mais on en reparlera tout à l'heure. Hein, ce point numéro ici là. LinkedIn, Do You Buzz, ResumeUp. Ok. Personnalisé intéressant. Je parlais effectivement de la personnalité. On parlait des expériences associatives. Souvent, on a du mal à faire le bilan de ce que l'on fait soi-même au quotidien. Quand on commence à travailler longtemps dans une entreprise, moi ça fait 6 ans que je suis chez EF, si je ne faisais pas un bilan régulier de mes actions au quotidien, finalement mon CV serait certainement un peu trop généraliste. Je marquerais, voilà, Grégory Cadars, je travaille chez EF, je fais la promotion des langues vivantes dans les écoles, bon ok, très bien. Mais finalement, avec le temps, on oublie ce que l'on fait. Et ce qui est important, c'est de faire un bilan très très régulier des actions que l'on fait justement au quotidien pour pouvoir alimenter son CV et
non seulement de résultats quantitatifs, qualitatifs, mais aussi qui identifient votre personnalité. Par exemple, moi je note clairement, je viens dans les écoles comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien je vais noter qu'en une année, je serai intervenu, 70 fois dans une école, sachant qu'une conférence en moyenne c'est 1 heure, 1h30, et bien grosso modo j'ai une centaine d'heures d'intervention en public par an. Donc je peux très bien résumer dans mon CV, c'est le cas de dire, que dans mon domaine de compétences, donc ça c'est ce qui me caractérise moi, eh ben, j'ai une aisance, une facilité à intervenir en public, et je le quantifie, je le justifie, parce que j'ai fait 600 heures d'intervention face à du public. Donc je note une compétence, un domaine de compétence, et je le justifie par des actions réelles. Et ça ne prend pas spécialement de place. Hein, c'est très facile à argumenter, et tout de suite, le recruteur, il va savoir quelle est ma valeur ajoutée. En fait, c'est beaucoup plus concret pour lui. Mais je vous redonne d'autres exemples par la suite. Et perfectionner votre CV avec votre entourage, ça c'est pareil, il faut s'entraider. Que ce soit effectivement dans une classe ou avec vos proches, votre entourage, ce sont des personnes comme vous qui ont été ou qui seront candidats un jour. Donc ils ont testé des choses sur leur CV, ils ont eu des réussites, des échecs, ils ont des choses à partager. Vous aussi, il faut effectivement mettre en commun toutes ces expériences pour justement progresser. Vous pouvez comme ça peut-être tester différentes présentations de CV ou différentes compétences que vous allez mettre en avant, les soumettre à votre entourage, et puis votre entourage vous dire non, ça j'ai pas trop l'impression que ça te ressemble, si, ça finalement c'est plutôt toi, et en fonction de ça vous allez choisir l'outil qui a retenu l'attention d'un maximum de monde, et vous pourrez comme ça le présenter à un recruteur, parce que si vous travaillez de manière trop isolée, forcément on n'est pas toujours très objectif sur soi-même, et le risque c'est effectivement d'envoyer un outil, un support qui soit pas tout à fait le reflet de ce que vous êtes. C'est le reflet que vous avez de vous-même par rapport à votre prisme, à vous, mais ce n'est pas forcément la manière dont les gens vous perçoivent. Donc c'est important de se faire aider par son entourage. On va voir maintenant les choses à ne pas faire, 8 points à éviter. Qu'est-ce que vous éviteriez, ou qu'est-ce que vous évitez absolument dans un CV? Le CV trop chargé, ça donne pas envie de le lire. Très bien. Une accumulation d'informations. Oui. Très bien. D'autres remarques par rapport aux choses à ne pas faire dans un CV? Ne pas respecter les marges, par exemple. Oui, être désordonné par rapport à la présentation. Oui. Très bien. Les fautes d'orthographe, ça contrebalance le fait de faire être juste en orthographe, tout à fait. D'autres éléments vous paraissent vraiment à proscrire? Être logique au niveau des dates. Voilà, respecter une trame, effectivement. C'est la structure. De toute façon, on va voir qu'il y a des éléments qui contrebalancent les éléments absolument à faire. Vous parliez tout à l'heure, mademoiselle, je ne sais pas, du fait que quand on commence à avoir une expérience assez chargée, ça fait beaucoup, c'est difficile de tout faire tenir, effectivement, dans une seule page ou 2 pages maximum. Ça ne sert à rien de lister des expériences. Vous l'avez dit très justement, il faut se caler par rapport au secteur d'activité dans lequel vous souhaitez postuler ou dans l'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler. Donc votre CV ne doit pas être un outil figé. En fonction du type d'entreprise dans laquelle vous allez postuler, il faut avoir sous la main plusieurs CV. Et vous allez mettre en avant vos expériences plus ou moins détaillées en fonction des compétences que vous souhaitez mettre en avant par rapport à l'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler. Il n'y a pas un CV type. Il faut. C'est un peu la technique de la bouteille à la mer, moi j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de candidats qui sont comme ça. Ils éditent 100 CV et on va dans les salons et tac tac tac, on balance des CV un peu partout. On met un intitulé un petit peu généraliste. On met les compétences qui nous paraissent être quand il y en a les plus pertinentes et on y va. Moi j'appelle ça la technique de la bouteille à la mer. Vous savez, vous jetez votre bouteille à la mer et vous espérez que quelqu'un va la récupérer. Sauf que c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, on veut un CV percutant qui retienne l'attention du recruteur parce qu'il en reçoit beaucoup des CV et on veut décrocher un entretien. C'est ça qu'on veut, le CV, c'est à ça que ça sert. Donc il vaut mieux peut-être envoyer moins de CV, mais envoyer des CV qui soient précis,
correctement alimenté, en rapport avec le secteur d'activité, en rapport avec l'entreprise, avec un libellé qui soit clair, donc prendre le temps de bien travailler son CV, plutôt que de faire des choses beaucoup trop généralistes qui finalement ne vont toucher personne et n'intéresser personne. Avoir un CV trop long, vous l'avez bien dit, hein, le CV, comme on dit en anglais, c'est un resume, hein, il faut le synthétiser, il faut résumer, il faut mettre en avant les compétences essentielles, donc ça c'est un élément important. Hein, même des managers qui ont beaucoup d'expérience, ils arrivent tout à fait à synthétiser leur CV en un recto verso, ça suffit, c'est pas nécessaire. Monsieur parlait tout à l'heure de liens de redirection, on en reparlera tout à l'heure. Le CV c'est pas un outil fermé, c'est une fenêtre vers autre chose. On peut tout à fait utiliser un certain nombre d'outils, on l'évoquera, monsieur parlait des liens tout à l'heure, il y a d'autres possibilités pour justement, si la personne veut en savoir plus sur vous, elle peut cliquer sur un lien, etc. Et là, vous pouvez donner plus de détails. Hein, mais il faut arriver à synthétiser son CV. Des fausses références, ça c'est extrêmement important parce que je l'ai vu. On veut gonfler un peu son CV, on veut rehausser un peu les épaules, donc on va gonfler un petit peu ses missions dans le cadre d'un ancien emploi, ou peut-être ajouter un faux stage, ou ce genre de choses. Moi je suis contacté en règle générale au moins une fois par semaine, minimum, par une entreprise ou un cabinet de recrutement pour me parler d'un ancien stagiaire, d'un ancien salarié. Ah, vous avez monsieur Bidule à travailler chez vous en tant que stage, etc. C'est rarement pour me demander des éléments sur ses compétences, c'est plus pour demander des aspects liés au caractère, à savoir si la personne s'est bien acclimatée à l'ambiance de l'entreprise, ce genre de choses. Justement, on parlait de la personnalité, est-ce que ça va coller avec les valeurs de l'entreprise? Néanmoins, ça peut être l'occasion aussi pour un recruteur de vérifier, effectivement, si vous avez, s'il appelle dans une entreprise que vous n'avez jamais travaillé dans cette entreprise, là vous êtes grillé et c'est terminé. Donc il faut effectivement être vrai dans ce que l'on dit, réel, il ne faut pas tricher parce que ça vous retombe dessus forcément à un moment ou à un autre. Et vous le disiez tout à l'heure, une présentation désordonnée, déstructurée, où on n'y comprend rien. Là effectivement, ça c'est un élément rédhibitoire, encore une fois, il faut que le recruteur, je vous rappelle en 6 secondes, il retrouve les éléments clés, hein, nom, poste, formation, etc. Il faut que ça soit très très clair, hyper rapide pour lui. Les éléments, encore, on parlait de la photo tout à l'heure. Avoir une photo inappropriée. Alors on parlait du débat, photo, pas photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettez une photo, vous mettez pas de photo? Comment vous faites au jour d'aujourd'hui? Moi, je mets une photo. J'avais fini par l'enlever au départ et puis finalement je l'ai rajouté, je l'ai remise. D'accord. Photo professionnelle sur la droite. Ok. Avec un col de chemise. Il y a d'autres personnes ont d'autres expériences à partager avec nous? J'ai un logo avec mes initiales. Un logo avec vos initiales, que vous êtes donc personnalisé pour vous en fait. D'accord, mais donc pas une photo. C'est un logo que vous utilisez, d'accord. Moi, je pense que quand même qu'on a beaucoup plus de chances, je ne veux pas dire 6 à 8 fois plus de chances d'être contacté avec une photo, parce que on n'est pas sur un forum de discussion où on peut mettre un avatar ou un pseudo. Ça, c'est le domaine du professionnel. La comparaison pour 2 personnes avec un même poste, ça peut jouer. Alors ça, tout ce que vous me dites dans tous les cas, ça vous me dites ça pour quel marché? Le marché de l'emploi. Oui, mais où par exemple oui, mais le marché d'emploi c'est large. Où ça? Le marché du recrutement. Non, mais géographiquement par exemple. International et Alors, sur cet aspect-là, c'est pareil. Encore une fois, il faut être curieux. Les us et coutumes dans les CV et les choses à faire peuvent être totalement différentes d'un pays à l'autre. En France, effectivement, c'est très commun de mettre sa photo. Et effectivement, c'est compliqué de ne pas la mettre. En tout cas, ça peut être un point rédhibitoire, surtout en fonction de certains corps de métier. Je vais vous donner un exemple, une entreprise que moi je connais très bien. Vous postulez chez Sephora, est-ce que vous mettez une photo ou est-ce que vous ne mettez pas de photo? Là, à mon avis, le logo avec ses initiales, c'est mort. Il faut mettre une photo. Et après, je vais évoquer un truc qui est clair. On parlait tout à l'heure, la personne regarde le nom, regarde la photo. Ce sont des éléments discriminants. On est dans une société discriminante.
Ça fait partie du jeu, malheureusement. C'est comme ça. Donc oui, chez Sephora, par exemple, quelqu'un qui ne mettra pas sa photo, je peux vous assurer qu'elle ne sera jamais reçue. C'est pas possible. Ça, c'est un élément important. Quand je dis photo inappropriée, c'est une photo, effectivement, Madame l'a dit tout à l'heure, une photo professionnelle. Moi, j'ai reçu des photos, je me rappelle encore, une jeune femme très jolie au demeurant, mais je ne sais pas si c'est une photo de mariage, je ne sais pas, elle était avec une robe bustier, enfin, j'ai l'impression qu'elle était nue sur sa photo, elle n'était certainement pas, évidemment, mais c'est l'image que ça laissait transparaître. Donc il faut faire attention effectivement aux photos qu'on utilise. Il faut une photo professionnelle. On ne peut pas mettre une photo de vacances ou ce genre de choses. Ça, c'est un élément important. Maintenant, il y a des marchés, c'est pour ça que je parlais de marchés, où effectivement la photo n'est pas la bienvenue. Par exemple, en Amérique du Sud, ce genre de choses, on ne met pas de photos. C'est très mal vu de mettre une photo. Donc il ne faut surtout pas mettre une photo. Donc quand je dis ça, vous n'avez peut-être pas envie de travailler en Amérique du Sud, mais vous allez peut-être postuler en France dans une entreprise qui vient d'Amérique du Sud, qui possède des valeurs de l'Amérique du Sud. Peut-être que le DRH est chilien, j'en sais rien. Même si vous postulez en France, lui, il n'a peut-être pas envie d'avoir un CV avec une photo. Donc c'est important d'être curieux quand vous postulez, à qui j'écris, quelles sont les valeurs d'entreprise, qui va lire mon CV. Et d'essayer, justement, encore une fois, comme je disais, c'est un travail préparatoire. On n'est pas dans la technique de la bouteille à la mer. On prépare son travail, on mène un travail d'enquête pour justement créer son CV, rédiger son CV comme il se doit. Idem, je reprends l'exemple de mon entreprise, je ne sais pas moi, chilienne, j'en sais rien, qui est implantée en France. Peut-être qu'il est dû ses coutumes dans cette entreprise d'envoyer son CV en français et puis en espagnol aussi. Ou en anglais. Ou que en espagnol, enfin j'en sais rien. Voilà, il faut essayer de trouver des réponses à ces questions. Je passe rapidement sur les autres points. Faire apparaître des informations subjectives, bon bah ça, encore une fois, on a parlé d'informations qualifiées, quantifiées, donc forcément des informations subjectives, ça c'est effectivement inintéressant. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de notre métier à nous, on a beaucoup de candidats qui disent, bah voilà, anglais, lu, parlé, écrit. Pour moi, ça ne veut rien dire. Quel est le niveau d'anglais de la personne ? La personne, elle ferait mieux de nous indiquer j'ai passé 6 mois à l'étranger, sur le cadre commun européen de référence, mon niveau c'est C1, ou j'ai passé un examen de langue, j'ai eu 750 points au TOEIC par exemple. Ça, ce sont des éléments qualifiés, quantifiables. J'identifie tout de suite quel est le niveau de la personne. On n'est pas dans un aspect scolaire, lu, parlé, écrit, non, ça c'est pas possible. Il faut effectivement qualifier, quantifier sa performance, ses résultats. Ouais, mais si c'est pas le cas, si on n'a pas fait de séjour linguistique ou si vous n'en avez pas, vous... rien du tout, alors non, mais vous pouvez tout à fait. Je vous ai mis. Comme ça, j'ai fait le contraire. Oui, très bien. Je vous ai mis dans. Vous verrez dans les petits documents que je vous ai mis. Je vous ai mis un document avec tester gratuitement votre niveau de langue. Allez tester votre niveau d'anglais. Vous aurez une évaluation. Vous pouvez alimenter votre CV de cette information. D'accord. Merci. Adresser sa candidature à la mauvaise société, c'est pareil, c'est la technique de la bouteille à la mer. Moi j'ai déjà vu, encore une fois Sephora parce que je connais très bien, des CV arrivant, je veux être conseillère maquillage chez Yves Rocher, adressé à Sephora. Bah, ça c'est problématique quand même pour être recruté. Et avoir, avoir une candidature trop standard. Si on est trop standard, bah, dans les 100 CV on ne va pas ressortir. Et on sera pas, la personne, le recruteur ne va pas aller au-delà que de juste de voir votre CV et de le mettre sur le côté. Alors, ce qu'il veut lui, c'est déjà faire un premier tri. Il faut retenir son attention. Alors on va... Qu'est-ce que vous appelez standard ? Standard, eh bien, on va voir ces éléments-là. Donc là, vous avez le CV traditionnel. Donc, je vous ai imprimé le CV traditionnel de David dans les documents que vous avez en face de vous. Ça, c'est très certainement la structure de CV que vous connaissez le plus. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes recruteur, et rien ne dit que vous ne serez pas recruteur un jour. Vous êtes recruteur, vous vous mettez dans la peau d'un recruteur, vous regardez ce CV là pendant 6 secondes, et vous me dites ce que vous en pensez. Clair, mais trop simple. Alors, il est clair. Alors, rappelez-vous les points à faire, les points à ne pas faire. Donc, dans les points à faire, qu'est-ce qu'on retrouve dans le CV de David? Donc, clair, on va dire qu'il y a la structure. On retrouve la structure dans le CV, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on voit bien les,
les formations, enfin l'expérience professionnelle, l'éducation, les compétences, on retrouve cette structure claire. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dans les points positifs? Des aspects chronologiques, un aspect chronologique bien sûr du CV. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous... Voilà, il y a un code couleur qui est identifiable. Très bien. Alors il faut savoir, à titre de... Je précise maintenant pour vous, David travaille chez nous maintenant. Hein. C'est avec ce CV qu'on l'a embauché. D'accord? Il travaille à Zurich au siège. Et justement, voilà, en l'occurrence, le code couleur de F avant c'était bleu. Vous voyez, il n'a pas fait ça innocemment. Okay. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dans son CV? Des informations qualifiées, on a... Qualifiées, quantifiées, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve, excusez-moi juste avant, qu'est-ce qu'on retrouve comme information qualifiée et quantifiée? On a par exemple sur la dernière mission où il nous dit qu'il a fait une mission de 12 mois avec le nom de la boîte et les références. D'accord, ok. Donc c'est très bien vérifiable. Tout à fait. Madame, il y avait Des logos. des logos. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le fait de mettre des logos? On pense à l'Amérique. Ça vous fait penser à l'Amérique, les logos? Ouais. Ah, c'est rigolo. Moi, je trouve ça bien les logos parce que franchement, je n'ai vu, j'avais pas eu l'idée non plus. Ouais. Et vraiment, c'est ce qui frappe en premier dans son CV. Ok. Ça fait preuve d'originalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui vous interpelle, en positif ou en négatif, hein, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas cité. Pour moi, qui est important quand même aussi, hop, c'est là-haut, c'est le libellé. Hein. Il y a un libellé clair. Pourquoi il postule, qu'est-ce qu'il cherche, etc. Ça, c'est un élément qui est clair. On retrouve ses coordonnées. Alors là, je ne vois pas très bien, mais normalement, il a même, je pense, son CV en ligne. Là. Il doit y avoir l'adresse pour son CV numérique, il me semble. Hein. Bon, bah, sa photo, hein, David, on la retrouve. Ce qui est bien aussi, et moi je vous le conseille, là, en l'occurrence, David, il a travaillé dans un certain nombre d'entreprises. Bon, là, il y a Danone. On connaît Danone. Vous connaissez Danone, j'imagine. Oui. Les autres entreprises, là, je sais pas, là, je sais même pas ce que c'est là-haut, Useo, ISEC, vous savez ce que c'est, vous? Vous savez? D'accord, très bien, ok. Bon, moi, je ne le connais pas, hein, personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les CV, effectivement, on va parler d'une entreprise, dire ce qu'on y a fait. Mais pour un recruteur, humble recruteur, qu'un jour, encore une fois, vous serez, vous ne connaissez pas toutes les entreprises de la Terre. Et vous ne connaissez pas le secteur d'activité de toutes les entreprises. Alors bien sûr, il y a des grands groupes qu'on connaît tous, hein, Coca, Google, Apple, tout ce qu'on veut, ça parle à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde, vous n'aurez pas forcément des expériences dans des groupes multinationaux connus. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises et la grande majorité, 99% des entreprises, ne sont pas connues de tous les recruteurs. C'est tout à fait normal. Donc par rapport à ça, moi ce que je vous conseille, c'est ce qu'a fait David, c'est soit de mettre une petite ligne sur le secteur d'activité de l'entreprise, parce que ça montre que vous ne parlez pas que de vous, vous parlez aussi de l'entreprise, vous connaissez l'entreprise dans laquelle vous avez fait des missions, que vous avez travaillé. Vous pouvez même, c'est le cas je crois pour certaines expériences ici, c'est mettre le site internet, hein, vous parliez de lien tout à l'heure monsieur, de mettre le site internet de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Comme ça, le recruteur qui se dit, bah tiens, oui, Useo par exemple, moi je connais pas Useo, bah tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font Useo. Et la personne peut très bien dire, bah oui, c'est une entreprise qui est très sérieuse, cette personne a travaillé dans cette entreprise-là, et bah, son profil, effectivement, tiens, m'intéresse. Il a fait une réelle mission dans une entreprise du secteur qui est quand même pertinente. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Idem ici, vous voyez pour la formation, ça peut être le cas pour l'INFA, vous allez parler d'un diplôme, vous allez parler effectivement d'une formation, mais pour le recruteur, il ne sait pas toujours en quoi consistent les domaines de compétences de la formation que vous suivez. Moi par exemple, j'ai fait un master de gestion et management de petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça vous dit quelles sont mes compétences? Vaguement. Vaguement, mais c'est trop vague justement. Là, ce qu'il a fait David, c'est qu'il a mis un lien qui renvoie, regardez sur votre feuille, qui renvoie alors soit vers le syllabus de la formation de son école, mais si l'école n'a rien prévu en ce sens, rien ne vous empêche, vous, de créer un document comme ça, de créer un lien internet qui ramène vers le descriptif de votre formation,
parce que vous n'allez pas, vous le disiez tout à l'heure madame, on ne peut pas tout mettre sur son CV, c'est sûr, mais si le recruteur finalement se dit, bah tiens, il a fait cette école-là, je ne la connais pas très bien, et ben, vous lui donnez la possibilité d'en savoir plus sur la formation que vous avez suivie via ce lien-là. Vous n'allez pas charger votre CV, mais en même temps, vous ne fermez pas la porte au recruteur de s'intéresser à ce que vous avez fait. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? L'exemple de David, il a fait ses études dans les années 2000. Est-ce que nous, si on les a fait bien avant, dans les années, on va dire 90, on met quand même... Bien sûr, Ouais, bien sûr. Après, ça, encore une fois, c'est comme son travail au quotidien, ça sous-entend, vous, de savoir et de vous rappeler ce que vous avez fait comme type d'études. Et ça, c'est important, effectivement, encore une fois, de régulièrement faire un peu le point sur, voilà, tiens, qu'est-ce que je fais au quotidien? Quelles sont les formations que j'ai suivies pour mettre en avant ces compétences. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc là, on est dans une structure standard. Vous êtes d'accord avec moi? C'est généralement ce que vous faites en termes de présentation. Là, les petits points effectivement supplémentaires, c'est il y a une structure qui est claire, il y a un peu plus d'informations sur les entreprises. On retrouve aussi, dans le cadre des missions, des éléments quantifiables et qualifiés. On a des logos qui donnent une respiration au CV, c'est assez intéressant, moi je trouve. On retrouve ici notre domaine de compétences, Donc lui, par rapport à son métier, c'est des compétences liées à des aspects techniques, le langage HTML, Photoshop, des choses comme ça. Là, on voit sur les langues, comme j'en parlais tout à l'heure, anglais excellent, TOEIC 920 sur 990, 4 années d'expérience professionnelle en anglais. Et encore une fois, il justifie son niveau, d'accord ? Il y a moi des points quand même que j'aurais voulu différents, c'est que moi je trouve que cette partie-là est un peu chargée. Vous parliez tout à l'heure, moi je trouve que c'est un peu chargé et il y a peut-être des missions qu'il a réalisées dans les quatre entreprises qui sont peut-être redondants, qu'on revoit peut-être. Là il a un pavé compétences. Moi personnellement, ce que j'aime bien voir, ça c'est un avis personnel, c'est avoir ce pavé compétences en premier. D'accord ? C'est-à-dire d'avoir un pavé compétences, expérience professionnelle, formation, centre d'intérêt. Moi, personnellement, j'aime bien cette structure. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Le recruteur, il va regarder le premier tiers de votre CV. Donc, lui, s'il peut savoir qui vous êtes et tout de suite quelles sont vos compétences, c'est ça qui l'intéresse. C'est, tiens, cette personne-là, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire? Ah tiens, il est compétent en ça, ça, ça. Bon, ok. Comment il a acquis ses compétences? Oui, il a fait tel type d'emploi, tel type de formation. Ok, très bien. Super, je le contacte. Ok? On va parler maintenant un petit peu des CV créatifs. Donc vous avez aussi cette feuille-là avec vous. Pareil, vous prenez 6 secondes, vous le regardez cette feuille, vous me dites ce que vous en pensez. Prenez la feuille avec vous, je vous l'ai imprimée. Prenez 6 secondes et vous me dites ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que j'ai des progrès à faire en anglais. Ok. Alors après, au-delà de ce qui est écrit dans l'organisation. Il y a de l'humour parce qu'il Ouais. parle en haut des titres. Sous chaque pavé, il met of course, obviously, absolutely. C'est marrant. Mhm. Mais il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses, ouais. C'est chargé. C'est chargé. Mais il y a quand même des images Mhm. qui sont agréables à Mhm, mhm. Est-ce que vous avez d'autres remarques à me faire par rapport à ça? C'est coloré. Mhm. Une infographie. Ouais. Donc, Alors. il y a quand même un réel effort, même ne serait-ce qu'au niveau du papier. Mais après, il y a des choses qui attirent vraiment l'œil et d'autres, on se demande... ça accroche plus ou moins l'œil selon les parties, quoi. Alors, Ça donne plus ou moins envie. souvent, ce qu'on me dit souvent, c'est déstructuré. On ne comprend pas la logique du CV. C'est souvent effectivement ce qu'on me dit quand j'interviens en présentation. Maintenant, déjà, encore une fois, on se met dans l'œil du recruteur. Vous vous rappelez, on a vu un CV traditionnel juste avant. Vous imaginez, vous en lisez 99 comme ça. Puis vous avez celui-là qui est au milieu du tas. ça ressort.
Celui-là, C'est une plaquette d'information publicitaire pour l'entreprise qui a un CV. Hein. tout à fait d'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que vous venez de vous taper 99 CV traditionnels. Celui-là, il va au moins attirer votre attention. Qu'est-ce qu'on veut faire vis-à-vis du recruteur? Je vous rappelle, on veut retenir son attention. Oui. D'accord? Maintenant, effectivement, on a retenu l'attention du recruteur. Le recruteur, il se dit, waouh, ça c'est un truc qui est différent. Okay, c'est volontairement exagéré, hein, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est un peu la logique de l'organisation de cette candidature. Là, on retrouve en fait, ce CV, en fait, il nous raconte une histoire. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans son CV. Là, en fait, le candidat s'adresse au recruteur et dit, vous recherchez un leader dans le développement de produits. Ok? Il dit, quelles sont les qualités que vous recherchez chez cette personne-là? Et là, il met 4 qualités. Expérience, leadership, résultat, créativité. Et effectivement, madame l'a dit tout à l'heure, là, il pose à chaque fois une question liée à ces éléments et il propose 2 réponses. Une réponse positive, une réponse négative. Et en fonction, donc c'est-à-dire qu'il suggère la réponse au recruteur. Et le recruteur, lui, en fonction de ce qu'il pense, il a des petites flèches, vous voyez, hein, on voit des petites flèches, des petits cheminements qui vont l'amener sur différents cadres. Okay, et là, on va retrouver finalement la structure qui ne nous paraît pas évidente à vue d'œil, mais qui existe tout de même, avec des éléments liés à la formation, des éléments liés à ses domaines de compétences, des éléments liés au projet qu'il a réalisé, aux résultats qu'il a obtenus. Ici, il a des références, des personnes qui peuvent valider les compétences et les projets qu'il a menés, d'accord ? Et puis il y a un point qui me plaît beaucoup, par exemple créativité, là c'est qu'est-ce que vous pensez de ce CV? Et il y a 2 réponses, j'adore ça. Ou non, moi je comprends rien, est-ce que vous avez un CV traditionnel? Et encore une fois, le CV n'est pas un outil fermé, et là la personne a mis un QR code. Ça veut dire que le responsable, le recruteur, il peut scanner le QR code, ou on peut imaginer un lien, peu importe, et ça va le renvoyer vers le CV traditionnel, qui sera peut-être avec donc, quelque chose de structuré. Donc le recruteur qui est peut-être un peu ancienne école, il va retrouver un peu ses marques, il ne va pas être déstabilisé, mais ce que nous on aura voulu au départ, c'est retenir son attention. Et on aura réussi notre objectif. Alors effectivement, avant de terminer sur ce CV-là, c'est sûr que ce CV-là, ça peut rebuter, on va dire sur 100 personnes, peut-être que ça va en rebuter complètement 50. C'est vrai, c'est un risque. Mais peut-être qu'on va aussi retenir l'attention de 50 autres. Alors que si on envoie 100 CV traditionnels, peut-être qu'on va retenir l'attention que de 2% des gens. Donc encore une fois, il faut bien avoir ça en tête. Ce qu'on veut, c'est déjà dans un premier temps, on veut que notre CV il soit lu. Après, peut-être qu'on ne sera pas retenu pour un entretien pour le job. Ok, très bien. Mais ce qu'on veut déjà, c'est que son CV, combien de fois, et peut-être que vous faites partie de ces personnes-là, on envoie des CV, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse. Tout simplement parce que nos CV, ils ne sont pas lus. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on veut, c'est retenir l'attention du recruteur, on veut que notre CV soit observé et vraiment lu. Est-ce que les robots supportent ce genre de format? Parce que si on passe les CV par des robots, c'est pas... Effectivement, vous avez... Oui, je comprends ce que vous voulez dire, effectivement. Alors après, en fonction de l'outil, il faut adapter effectivement son outil. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, encore une fois, on est de plus en plus dans le CV numérique. Donc on peut envoyer des PDF, ce genre de choses quand même dans le cadre de l'outil. Rien n'empêche d'envoyer les deux, hein, si effectivement vous voulez être sûr que la candidature arrive. Mais encore une fois, ce qu'on veut, c'est provoquer une réaction, qu'elle soit positive ou négative. Mais on ne veut pas être indifférent aux yeux du recruteur. Il faut retenir son attention absolument. Et ce que j'aime bien, encore une fois, pour terminer sur ce CV-là, c'est qu'il nous raconte une histoire et qu'il y a un cheminement. Là, la personne, on imagine que je suis un recruteur qui est positivement séduit par le CV. Tac, 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 je navigue dans le CV avec mes petites flèches. Et en bas, hein, vous avez vu, on a les coordonnées, donc c'est Michel en l'occurrence, hein, c'est une fille, et on a les coordonnées de Michel. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est, au début, vous cherchez un leader, tac, 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 je vous raconte une histoire, et bien en bas, vous m'appelez. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, Michel, elle laisse une opportunité de choix au recruteur, elle lui offre des alternatives. Grosso modo, c'est peut-être que je ne suis pas la personne que vous cherchez, peut-être que vous trouverez votre candidat sur, donc là nous on a des sites de candidature, vous trouvez, donc là c'est parce que c'est un truc américain,
vous trouverez peut-être votre candidat chez Career Builder, ou vous trouverez peut-être votre candidat chez The Leaders. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne, mais la personne offre une ouverture au recruteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on lui raconte une histoire, et la majorité des petits traits, vous le voyez sur votre document, arrivent sur les coordonnées de Michel, et c'est une invitation à l'appel. Il n'y a pas besoin de remonter en haut du CV, tac, c'est un cheminement qui est clair. Voilà, on a tracé ensemble le chemin, voilà, vous cherchez ça, voilà ce que je sais faire, finalement, vous n'avez plus qu'à m'appeler, quoi. Voilà, c'est tout naturel. C'est la candidate? Ouais, c'est la candidate. Elle est tout en bas. Et ouais. Elle ne prend pas le risque en donnant les 2 autres sites de recrutement qu'ils se disent je vais aller voir maintenant s'il y a mieux qu'ils l'oublient. Peut-être, mais encore une fois, Madame l'a dit tout à l'heure, elle a abordé aussi volontairement son CV sur le thème un petit peu de l'humour, de la provocation, parce qu'elle veut retenir l'attention. Encore une fois, là on est dans quelque chose de très extrême. Encore une fois, on est vraiment sur les CV d'avant-garde. Mais ce que je veux, encore une fois, l'idée, ce sera peut-être de piocher quelques idées parmi tout ce que je vais vous dire, l'adapter, vous, à votre personnalité, et ce que je veux dire par là, c'est d'essayer d'oser quand même. C'est d'oser, il faut oser, parce que sinon, si on est trop lisse, il ne se passera rien, ou pas grand-chose, d'accord? On va poursuivre, vous allez voir que... Oui, bien sûr, monsieur. C'est surtout selon votre expérience de recruteur et les retours que vous avez sur ce type de CV. Moi, personnellement, je l'ai essayé parce que je vise plus des agences de com, web design et autres. Je sais que c'est ce qui pourrait en tout cas leur plaire. Mais en termes de retour, j'ai eu plus de retours sur un CV classique plutôt que celui-là. Et j'ai même eu déjà un appel me disant oui, est-ce que je peux avoir une autre version de votre CV? Et pourtant c'est bien une agence de com. Où je me dis bon, ça répond peut-être à certains freins que les gens peut-être de connaissances sur ce type-là. Et ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire d'ailleurs tout à l'heure, par exemple sur les CV avec photo. J'ai toujours plus de retours avec un CV sans photo plutôt qu'avec une photo. Et pourtant c'est le même contenu. Encore une fois, ça dépend effectivement du secteur d'activité dans lequel vous postulez, le type d'entreprise, ses valeurs, donc vous avez raison, il faut se renseigner avant. Après, sur les questions de savoir effectivement si une agence de com est plus ou moins intéressée par votre CV, on va dire plus traditionnel ou un petit peu plus olé olé, encore une fois, qui reçoit le CV? Les agences de com, moi pour travailler un petit peu avec des agences de com, ils font appel à beaucoup de stagiaires. Souvent c'est pas le DRH qui fait la première lecture du CV. Donc peut-être que vous êtes tombé aussi sur justement des stagiaires qui n'ont rien compris parce qu'eux ils sont pas dans la démarche. Finalement ce ne sont pas les personnes qui font la formation, ils sont un petit peu déstabilisés par ça. Mais encore une fois, il faut se renseigner, avoir ce travail de recherche et effectivement faire le pari d'oser un petit peu néanmoins. On va parler un petit peu de la lettre de motivation avant de parler des CV d'avant-garde. Vous déjà, avant de détailler la lettre de motivation, pour vous, quel est le degré d'importance qu'a la lettre de motivation par rapport au CV dans le fait d'obtenir ou pas un entretien? En pourcentage? 50-50, CV, lettre de motivation. Est-ce que vous avez d'autres proportions? Pardon? 20 et 30, pourquoi? Pour la lettre de motivation? Moi je dirais pour la lettre de motivation 20 et le CV 40, 30, 40. D'accord, et c'est quoi le reste des pourcentages alors? Non. Non, mais là... on donne notre CV, etc. D'accord, oui, dans le cas du fait où vous donnez un CV en main à la main, vous voulez dire? Non, je veux 20% pour ça, 50% pour le CV et le reste pour la lettre de motivation. D'accord. D'autres... Sinon, mettez-vous au-dessus, mademoiselle, il y a des documents qui peuvent vous être utiles, ou alors vous les prenez derrière, vous mettez devant comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Disons que dans la lettre de motivation, il y a l'intérêt qu'on porte à la société pour laquelle on postule, qui n'est pas forcément dans le CV, ça peut se jouer là-dessus. Parce que dans la lettre de motivation, c'est vous, moi et nous, je crois. Oui, mais on va le voir après. Dans le CV, c'est que moi. C'est un peu ça. En fait, moi j'ai coutume de dire effectivement que c'est 50-50. Ouais. Parce que le cheminement du recruteur, c'est quoi? On revient au début, il reçoit 100 CV. D'accord? Effectivement, au départ, le premier tri, on va même pas lire la lettre de motivation. On va regarder le CV, on en a 100, on va en retenir 20. Ok? Je vous donne une proportion comme ça. Les 20, on va vraiment les lire. Ok? Donc là, c'est là où il faut être percutant, pertinent. Sur les 20 qu'on va lire, on va en retenir 10 qui correspondent justement au type de compétences, ta personnalité nous a plu, etc. dans le CV. Et sur les 10, c'est-à-dire sur les 10%, on va lire la lettre de motivation pour voir effectivement
dans le cadre de la manière dont la lettre de motivation est rédigée, est-ce que la personne effectivement nous transmet vraiment, justement, c'est vraiment le terme lettre de motivation, nous transmet, je dirais, ses motifs de motivation pour nous rejoindre en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce que nous on va pouvoir lui apporter, un petit peu effectivement le vous, le moi, le nous ensemble, hein, c'est un petit peu l'idée effectivement de la lettre de motivation pour finalement rencontrer 5 personnes sur 100. Hein, ça va être un petit peu l'idée. Mais effectivement, si on ne prend pas du tout d'attention à la lettre de motivation, peut-être qu'on va arriver jusque dans les 10 derniers CV, mais si on a bâclé sa lettre de motivation, on n'aura pas d'entretien pour autant. Donc effectivement, pour moi, c'est du 50-50. Il ne faut pas bâcler sa lettre de motivation. Donc il faut effectivement parler de ses motivations. Ça ne doit pas être trop long, ça doit être percutant. Parler de ses motivations, pas de doublon avec le CV. C'est vraiment parler plutôt de l'avenir. Hein, le CV, c'est une photographie de ce qu'on a fait. La lettre de motivation, c'est plutôt parler de l'avenir ensemble. Et puis effectivement, notamment parler de ses disponibilités. Je suis donc encore une fois inviter le recruteur à prendre contact avec vous à l'occasion d'un entretien, un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous Skype à tout moment, le week-end, je suis disponible, des telles dates, etc. Montrer effectivement que vous êtes à la disposition du recruteur. Bien sûr, dans les libellés d'email, bien mentionner que ça vient de vous, hein, pour, notamment dans le classement des emails. Hein, il a peut-être un petit dossier CV, donc ça, hein, avec votre nom, votre prénom, hein, des choses qui soient clairement identifiables. Et effectivement, dans la structure, on retrouve ce que vous disiez, madame. On parle d'abord de l'entreprise, on parle de soi, et puis ensuite, on parle des deux réunis. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est quoi la prochaine étape? Pensez bien, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, dans le cadre de notre entreprise d'Amérique du Sud, par exemple, hein, si effectivement, en fonction de à qui vous vous adressez, on peut, ou si par exemple vous répondez à une offre qui est en espagnol, qui est en anglais, bah, c'est de répondre dans la langue, ça c'est important, dans laquelle effectivement la candidature a été faite. Ou faire attention encore une fois à les us et coutumes, vous parliez monsieur tout à l'heure, voilà, dans cette agence de com, tiens, voilà, c'est quoi les us et coutumes dans cette agence de com? Leurs clients, c'est plutôt quoi? Des clients étrangers ou entreprises internationales? Peut-être qu'ils veulent effectivement voir un peu finalement par ce biais-là vos compétences en langue, hein, de manière un petit peu indirecte. Donc ce sont des éléments auxquels il faut faire attention. Vous pouvez la faire de manière manuscrite ou écrite, enfin taper à la machine j'entends, ou ordinateur. Moi je vous conseille néanmoins d'y apposer une signature manuscrite. Enfin, c'est pareil, on apporte un soin. C'est pas du travail à la chaîne, on n'est pas une entreprise de photocopie. Hein, il faut apporter un soin, une attention particulière à l'entreprise dans laquelle on postule. Hein. Donc voilà, utiliser le langage de l'entreprise, essayer de faire transparaître les valeurs, on parlait du code couleur, etc. Ce sont des éléments qui apportent un certain nombre de choses positives. On va parler maintenant des CV du futur et notamment l'évolution entre le CV papier et le CV déconnecté, c'est-à-dire le CV numérique. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que les us et coutumes dans le recrutement changent de plus en plus. Moi, à mon époque, hein, je travaille depuis 2000. Effectivement, c'était quasiment que des candidatures papier. Hein. Internet n'était pas aussi répandu qu'au jour d'aujourd'hui. Bonjour monsieur. N'était pas aussi répandu qu'au jour d'aujourd'hui, donc c'était beaucoup des candidatures papier. Maintenant, on est dans des mœurs changeantes, avec effectivement de plus en plus l'utilisation des CV dématérialisés, les CV numériques, mais on est encore, je dirais, un petit peu à cheval entre deux générations de recruteurs. Hein. Les recruteurs un petit peu à l'ancienne, et puis une nouvelle génération effectivement de recruteurs qui utilisent, comme la génération aussi d'étudiants maintenant, les outils modernes, etc., les CV numériques. Donc il faut être attentif à ça, encore une fois, savoir à qui on s'adresse. Au jour d'aujourd'hui, parmi l'audience, qui a un compte LinkedIn? Donc la moitié. Là, par contre, si je dis qui a un compte Facebook, j'imagine que tout le monde va me dire oui. Ouais, tout le monde a un compte Facebook, ok. Pour les personnes qui ont un compte LinkedIn, comment vous l'utilisez au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu? Pas tous en même temps. Hein. Moi, pour ma part, j'en ai un. Je l'ai fait il y a un peu longtemps. Mais j'avoue, je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Je pense que je me suis dit qu'il fallait en avoir. D'accord. Mais bon, vous ne le faites pas vivre, quoi. Voilà. Ok. Moi aussi, je suis plus active. En fait, je l'ai créé pour un secteur d'activité à un moment donné, pour un stage. Donc là, j'ai mis les DRH des entreprises. De temps en temps, je reçois un email me demandant si je connais un tel ou un tel, mais il est plus actif. D'accord, ok. Alors, le compte LinkedIn, en France, vous avez aussi Viadeo, qui est assez connu.
Mais bon, vraiment, LinkedIn, c'est comme Facebook. Il faut avoir un compte LinkedIn, ça c'est impératif. L'intérêt de ça, il est double. Non seulement c'est effectivement de pouvoir toucher les recruteurs qui sont maintenant passés sous une dynamique justement de CV dématérialisé, de recrutement en ligne, c'est vraiment le réseau social de l'emploi. Ça c'est vraiment très 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 important. L'intérêt pour vous, c'est notamment aussi de justement tenir à jour vos compétences. On l'évoquait tout à l'heure, moi ça fait par exemple X années que je travaille, si je ne fais pas un CV tous les jours, mais il n'empêche que demain j'aurai peut-être envie de changer d'activité, ou mon entreprise ne voudra plus de moi, voudra se débarrasser de moi, il faudra de nouveau que je candidate. Si je ne tiens pas à jour mes domaines de compétences, les résultats dont j'ai fait l'acquisition tout au long de ces années, c'est des informations que je vais oublier. Donc effectivement, moi je tiens à jour un peu mes compétences. Je parlais tout à l'heure par exemple de mes interventions en public, ça c'est une compétence, mais je le fais dans tous les domaines. J'essaie de mettre à jour ces éléments-là pour pouvoir alimenter mon CV. L'avantage de LinkedIn, c'est que vous pouvez le faire en temps réel. Et ça, ce sont des informations que vous pouvez faire vivre tout le temps. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On parlait tout à l'heure dans l'exemple de Michel, des références. Vous avez travaillé dans des entreprises, vous avez certainement, je l'espère, laissé une bonne impression vis-à-vis de collègues, vis-à-vis de N+1, vis-à-vis de clients. Ça peut être l'occasion, si vous aviez un contact privilégié avec telle ou telle personne, de demander à cette personne, tu ne peux pas dire un petit mot vis-à-vis de moi. Moi j'ai d'anciens collègues ou d'anciens responsables d'école qui mettre comme Grégory Cadars, compétence, speaker, etc. Bim, voilà, donc c'est une compétence qui est validée par tant de personnes sur LinkedIn, etc. Vous pouvez mettre en place une veille sur des secteurs d'activité, sur des entreprises. Vous avez peut-être, monsieur, vous parliez d'agence de com, tiens, je m'intéresse à l'agence de com ou à des entreprises en particulier, je voudrais être tout de suite informé des possibilités de stage, des possibilités d'emploi. Vous pouvez mettre une veille, et là, vous recevez des alertes, des choses comme ça. Donc ça, c'est très très interactif, c'est très très vivant. Donc ça, c'est un élément important. En tant que candidat, moi je suis un candidat potentiel, au même titre que vous, mais aussi recruteur, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas, pour moi, des offres d'emploi. Alors, au jour d'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en recherche d'emploi. Mais c'est important, je pense, de savoir, mon profil intéresse toujours des recruteurs potentiels dans tel type d'activité. Oui, je peux me vendre aussi, c'est aussi un moyen de pression, moi, vis-à-vis de mon entreprise. Quelle est ma valeur sur le marché du travail ? C'est hyper important de savoir, et puis c'est valorisant aussi de savoir ce qu'il en est. Et je reçois des alertes, je reçois des possibilités d'emploi. Donc c'est un outil où il faut être absolument, absolument présent. On parlait de Facebook au jour d'aujourd'hui. Combien vous avez de comptes Facebook ? 2. Pourquoi ? Pour séparer des choses. C'est-à-dire ? Enfin, 2 choses, sans être indiscret. C'est parce que vous avez une double vie, d'accord. Non, parce que c'est professionnel et puis non, pas forcément professionnel, mais l'emploi professionnel par contre. Mais oui, c'est un peu le Non, même choix. l'idée c'est ça. Encore une fois, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant à son identité numérique, qui se googleise régulièrement. Moi, pour voir si je suis sur Google. Vous ne pouvez pas imaginer, enfin si vous imaginez peut-être, je ne sais pas, pour un recruteur, justement qui est surtout dans des entreprises, enfin maintenant dans les entreprises internationales où il y a justement un mélange de cultures, etc., où il faut effectivement qu'au-delà des compétences, il faut qu'en termes de personnalité, ça colle entre les salariés. C'est hyper important. Nous, au jour d'aujourd'hui, chez EF Éducation, il y a des candidats qu'on refuse, pas parce qu'ils sont pas compétents, ils sont très très compétents, mais parce que tout simplement, leur valeur ou leur identité ou leur personnalité ne va pas coller avec l'état d'esprit de l'entreprise. Et on sait très bien que ça, à un moment ou à un autre, ça va pas coller. Donc c'est important effectivement de faire attention à son identité numérique. Tapez votre nom et votre prénom sur Google et vous regardez, images, articles, machin, etc. Vers quoi ça vous amène ? Et tournez ces éléments-là à votre avantage. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, j'ai réalisé des projets, etc., etc. Pourquoi ne pas déposer votre nom de domaine ? Pourquoi ne pas créer votre site internet où vous allez pouvoir ramener un recruteur potentiel vers des projets professionnels, associatifs, de loisirs que vous avez réalisés. Vous faites peut-être de la musique, ça a peut-être été filmé, vous avez peut-être réalisé, je sais pas, des œuvres d'art, des peintures.
ça n'a pas d'importance. Vous faites peut-être partie du Téléthon chaque année, d'actions associatives. Ça n'a pas d'importance, mais tout ça traduit votre personnalité. Tournez ça à votre avantage. Soyez intelligent par rapport à ça. Et sur Facebook, effectivement, soyez vigilant à ce que vous laissez public de ce que vous laissez pas public. Le recruteur qui tape Grégory Cadars et qui tombe sur une fête de soirée de bonnerie ou de je sais pas quoi, il va peut-être y réfléchir quand même à 2 fois avant de m'embaucher quand même. Donc ça, soyez vigilants à ça. Et puis vous retrouvez des sites qu'on a évoqués tout à l'heure pour créer vos CV en ligne. Alors, il y en a d'autres qui sont mentionnés, mais je parlais tout à l'heure de Do You Buzz ou Raise Up, que moi personnellement j'apprécie, que j'aime bien. Donc pensez à ça. On va passer rapidement. J'ai encore combien de temps là? Non. On va passer. D'accord, ok, bon, ça va. On va passer à un autre CV, pareil, que je vous ai imprimé. C'est le CV de Hagan Blunt. Donc CV un peu avant-gardiste. Pareil, vous êtes recruteur, vous devez embaucher quelqu'un, vous recevez le CV d'Hagan Blunt, vous avez 6 secondes, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Mais c'est bien parce que moi, il montre justement, enfin, c'est ça, il prouve ses compétences dans ça. Qu'est-ce que vous voyez d'autre encore? Il y a des chiffres, ouais. Ça répond bien, j'ai cru comprendre qu'il était développeur, en tout cas dans ce domaine-là. Je pense que le CV répond à ce secteur en fait, donc c'est très bien placé. Rappelez-vous encore une fois ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les points absolument à faire et les choses à éviter. Hein. Pensez encore une fois avec ces points-là pour effectivement essayer d'identifier les choses qui vous paraissent répondre à tel aspect ou tel aspect. Il y a d'autres choses encore que vous... La situation dans le monde, Ouais. il a voulu signaler, signifier. Ce qui n'est pas très clair, c'est au niveau des dates. Ouais. C'est dommage parce que là, c'est attrayant. Ok. Ok. Ça a l'air structuré, mais en fait, du coup, quand on va approfondir, du coup, c'est un peu flou. D'accord. Alors on va déjà partir d'un premier constat. Le premier constat, c'est que Hagan Blunt, en 1 mois, son CV, il a eu 100 000 visites. 100 000 visites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de 100 000 visites. C'est énorme. C'est énorme. Et c'était aux États-Unis, sur un site de recrutement aux États-Unis. Il a eu effectivement 100 000 visites. On va essayer de voir ensemble les points effectivement positifs. Et moi, je trouve que ce CV, ça fait la bonne synthèse entre le CV traditionnel et le CV d'avant-garde qu'on a vu tout à l'heure, qui là, pour le coup, était too much. Encore une fois, mettez-vous, je suis recruteur, j'ai 100 CV, hein, rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, j'en ai 99 très traditionnels, je tombe sur celui-là, je vais le lire. Ça, c'est clair. Ok ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les points positifs? On retrouve quand même notre structure. On a des pavés qui sont clairement identifiables, je vous rappelle. Là, il a mis un pavé, bon, déjà, on sait pourquoi il postule. On a effectivement un bref historique, des éléments de carrière, des éléments de compétences, ses études, des références, des éléments clés et le contacter. Ce que j'aime bien dans son CV, allez-y mademoiselle. Ça pose aucun problème que ce soit chargé comme ça? Alors, après on peut faire un certain nombre de remarques. Moi effectivement, je trouve aussi que c'est assez chargé, mais on va essayer de ne pas être trop français aujourd'hui, on va essayer de parler des aspects positifs. Les éléments qui me plaisent, vous parliez tout à l'heure, madame, de sa situation dans le monde. Qu'est-ce que ça implique dans la tête du recruteur, cette carte? Cette carte, c'est pas des mots, hein, c'est juste une carte. Il a voyagé, Qu'il est mobile aussi. Il a voyagé, il est mobile, international. il parle plusieurs langues. Déjà. Ok. Donc, juste avec un dessin, il évoque quand même pas mal de qualités. Il n'a pas besoin de l'écrire. D'accord? Si on s'intéresse d'ailleurs un petit peu plus à cette partie-là, bon, je suis désolé, je l'ai imprimé vite fait tout à l'heure, donc j'ai pas forcément mis dans la meilleure qualité. Et effectivement, c'est peut-être un peu chargé, on pourrait lui faire cette remarque-là. Ce qui est bien, moi je trouve bien, c'est pareil, il nous raconte une histoire. Et dans son bref historique, en fait, il a mis les 10 dates clés qui le définissent en tant que personne et qui sont en rapport avec la carte du monde. Des éléments clés liés à ses études, ou des expériences professionnelles ou à sa vie privée. Et si vous faites attention au 10e point, le 10e point, c'est ce qu'il va faire avec l'entreprise dans laquelle il postule. Le 10e point, le 10e élément clé dans sa vie, ce sera l'élément dans l'entreprise dans laquelle il postule.
c'est une ouverture vers effectivement l'avenir. Excusez-moi. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, en Amérique. Parce qu'en France, les CV, tout ça, c'est trop. Faut le faire comme ci, comme ça. Je veux dire, en France, on n'a pas le droit de faire ça. Je parle de droit. Alors, c'est trop, justement, tu étais pas là quand on est arrivé tout à l'heure. Moi, ce que je disais, enfin, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut quand on envoie un CV? Ce qu'on veut, c'est susciter une réaction. Quand le recruteur il reçoit 100 CV, tous les mêmes, il y a de fortes probabilités qu'il ne le lise pas du tout ton CV. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la technique de la bouteille à la mer. On jette sa bouteille à la mer, on prie pour effectivement, on est vendredi, Robin Soucreux sur son île, on espère effectivement que sa bouteille à la mer sera rattrapée par quelqu'un. Peut-être, peut-être pas, puis on n'a pas de réponse. Ce qu'on veut, c'est susciter une réaction, positive ou négative. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est que notre CV il soit lu. Alors oui, peut-être que là, il y a 50 personnes qui diront non, mais moi ce CV-là, j'en veux pas, quoi. Cette personne-là, elle n'a pas respecté la trame du CV comme on doit la rédiger en France. Eh bien écoute, moi j'ai envie de te dire, les personnes qui auront réagi comme ça, moi j'ai pas envie de travailler avec elles. Par contre, il y a peut-être 50 autres personnes qui vont vraiment lire ton CV. Et à ce moment-là, tu as suscité un intérêt. Encore une fois, là c'est le CV d'Agan Blood. Toi, c'est pas forcément ce qui traduit ta personnalité à toi. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire il faut faire absolument ça. Tu vas piocher quelques petites idées, l'adapter, le mettre à ta sauce à toi par rapport à ce qui te ressemble, mais essayer de sortir du caractère trop lisse du CV. Il faut impacter le recruteur. Ça, c'est un élément important. Je finis avec Agan. Donc, il nous a fait son petit historique. On retrouve un peu l'aspect des petits logos de l'entreprise. Pareil, hop, on a les entreprises, qu'est-ce qu'ils y faisaient, quels sont les éléments clés de l'entreprise. Pareil, il a essayé de mêler l'aspect textuel avec l'aspect graphique. Moi, il y a un aspect, alors bon, on peut y trouver des critiques, mais sur l'aspect des compétences. On parlait tout à l'heure des compétences à mettre en avant. Là, la personne, en fonction justement, il y a le rappel des logos, on comprend qu'il a fait l'acquisition de compétences d'année en année, c'est une échelle de temps, et on voit les compétences, et ces compétences, en fonction de la taille du caractère, on sait qu'il est plus ou moins compétent dans ces domaines-là. Donc ça va attirer l'œil du recruteur. Ce qu'on veut, le recruteur, sur sa première lecture, il va peut-être pas tout lire. Lui, il va dire, tiens, il a voyagé, tiens, voilà ses compétences, il est compétent en sales, on voit qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, Twitter, machin, etc. Oui, c'est ce que je cherche. On veut, encore une fois, retenir son attention. Ça, c'est un élément important. Ces études, monsieur en parlait tout à l'heure, interagir effectivement avec lui, avec ses QR codes ou son lien, on renvoie vers des projets que Agan a réalisés. Donc encore une fois, le CV comme une ouverture vers quelque chose, pas comme quelque chose de figé, c'est une ouverture vers quelque chose. Des références, Agan il a travaillé avec un certain nombre de personnes, ces personnes valident, tamponnent le fait que Agan, oui, c'est quelqu'un de qualité pour telle et telle raison, etc. Très bien. Des chiffres clés. Et des chiffres clés, madame en parlait tout à l'heure sur l'aspect de tourner un peu son CV avec un peu d'humour, un petit peu de dérision. Moi, il y a un chiffre que je retiens, que je trouve rigolo, c'est celui-là, 3, parce que je suis dans le métier des langues, 3, le nombre de langues dans lesquelles je peux commander à manger. C'est un moyen détourné de dire qu'il parle 3 langues. Mais voilà, on sort un peu du cadre très formalisé, un peu très sérieux, voilà. Mais on passe une information, mais de manière un petit peu différente. Alors évidemment, encore une fois, si on postule dans un cabinet d'experts comptables, peut-être que ce ne sera pas forcément la bonne façon de faire. Mais l'idée, encore une fois, c'est de se dire à qui je m'adresse, quels sont les us et coutumes, comment je dois faire effectivement pour retenir l'attention de notre recruteur. Il n'y a pas un outil figé. Il faut, encore une fois, être curieux de ce qui se fait. Ça, c'est un élément important. On retrouve ici, comme tout à l'heure Michel, rappelez-vous, tac, je lis le CV, hop, à la fin, vous me contactez. Le CV nous raconte une histoire. Je déroule le CV, bim, vous me contactez. Ça doit être un enchaînement naturel pour effectivement le recruteur. Et on a dû certainement vous dire, sur le CV, il faut toujours garder un peu de place sur la marge. Vous avez déjà vu tous les recruteurs, ils mettent des notes partout, ils écrivent partout. Là c'est pareil, Agan, il a mis un petit post-it. Ça veut dire, je pense à vous. Je pense à vous. Je fais attention à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors encore une fois, tout le monde ne va pas être dans cette démarche-là, mais encore une fois, il faut, voilà, on parle de soi, on parle de ses résultats,
on parle de ce qu'on peut faire avec l'entreprise, on pense à son recruteur, on lui offre l'opportunité d'aller au-delà du CV, sans forcément nous contacter. Peut-être qu'il n'a pas tout de suite envie de nous contacter, il a peut-être envie de savoir d'abord un peu plus qui on est. Donc tac, vous pouvez un peu interagir avec moi. Hein, là par exemple, il a carrément déposé son nom de domaine, il a son site. Sur son site, on peut retrouver des informations. Donc c'est pas le recruteur, c'est pas forcément quelqu'un de super à l'aise. Tiens, je prends mon téléphone, j'appelle Hagan Bloom, il n'y a pas de souci, je vais appeler tous mes candidats. Non, il peut être aussi pas forcément, il n'a pas forcément envie d'appeler tout le monde. Il n'a pas envie de, voilà, je vais tomber sur sa messagerie, il va pas être disponible, ça me saoule quoi. Non, là, il peut déjà en savoir plus sur vous avant de vous contacter. Donc il n'est pas enfermé, vous n'enfermez pas le recruteur dans un outil qui est figé. D'accord ? Vous avez compris un petit peu le principe, encore une fois, adapté bien sûr à votre personnalité, mais essayez de sortir un petit peu de ce carcan, de voir un petit peu au-delà de la boîte. Madame. C'est la partie scan. Et vous mène où sur son blog Voilà, ça emmène, par exemple, faudra vous scanner, je ne sais pas si c'est encore actif, parce que c'est un CV qui date de 2011, mais ça envoie effectivement vers des projets qu'il a réalisés. Je crois qu'il y avait un projet effectivement numérique, et puis une vidéo YouTube, il me semble. Mais vous testerez si vous voulez, si ça vous intéresse. Ok ? On va passer sur un autre CV que je ne vous ai pas imprimé là, mais qu'on va passer rapidement. Pareil, hein, vous êtes recruteur, vous recevez ce CV, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Je pense qu'en termes d'information, il a été, ou la personne a été, succincte, je pense. Ok. Alors, il faut savoir, c'est que Diana, on a reçu ce CV-là, et au jour d'aujourd'hui, elle est embauchée comme web designer marketing au siège à Zurich chez EF, avec ce CV-là. Ok ? Pourquoi ? Déjà parce que l'identité graphique colle au métier. Elle a choisi un code couleur qui est clair. Il faut bien penser, quand vous imprimez quand vous envoyez même un CV numérique, il faut penser à l'imprimer, voir qu'est-ce que ça rend quand je l'imprime. Si c'est trop chargé, trop différentes couleurs, ça va mal rendre sur une imprimante. Donc essayez même avec plusieurs imprimantes. Donc là, elle a choisi quelque chose d'assez simple, et elle a choisi quelque chose d'assez graphique. Elle est dans un métier de web design. Ce qui est bien, vous voyez en haut, c'est pareil, elle a mis un peu sous la forme comme d'un article de presse, des tags. Qu'est-ce qu'il a défini ? Qu'est-ce qu'il a défini en tant que personne ? Vous vous dites que c'est succinct. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Et pareil, un peu dans l'image d'un journal, vous savez, les tags sont plus ou moins gros en fonction de l'importance de la news et de l'actualité dans le journal. Là, c'est pareil. En fonction de la taille, on comprend ce qui la caractérise plus ou moins. Donc c'est graphique, c'est hyper graphique, mais on comprend tout de suite. On comprend tout de suite. On retrouve des éléments de structure. Stay open, stay focused, stay involved, stay fresh. On retrouve des éléments de structure, mais pas formalisés sur expérience professionnelle, formation. Tout le monde met ça. Là, quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus léger, un petit peu plus péchu, un petit peu plus dynamique. Des éléments graphiques. Encore une fois, notre métier, nous, c'est les langues. Là, la personne, pareil, elle met ses langues, elle met un petit thermomètre avec, ici, comme graduation, le cadre commun européen de référence A1, A2, B1, B2. Là, on comprend tout de suite. Elle n'a pas besoin de marquer lu, parlé, écrit ou je ne sais quoi. C'est graphique, on comprend, c'est clair. Et tout le monde peut comprendre. Même la personne qui ne parle pas anglais, elle peut comprendre. C'est très très clair, c'est très clair. Et puis là, on retrouve effectivement, et j'y viendrai après, des éléments de compétences acquises avec les éléments principaux, ce qu'il a défini le plus. Et ça, c'est ce qui est important, et on va le voir en dernier lieu dans vraiment les CV d'avant-garde, c'est que dans le futur, il va falloir faire la synthèse et compiler cette partie formation, expérience professionnelle. À terme, il ne faut plus que ces parties soient séparées. Parce que votre formation et votre expérience professionnelle sont dans une ligne droite qui se justifie. Vous faites ces études pour faire ce type de métier. Les choses ne sont pas séparées. Les choses vont de pair. Pardon ? Séparées ? Ah, non. Il y en a qui font des études et qui sont complètement dedans. Après, encore une fois, c'est à vous de tourner vos expériences professionnelles en votre faveur. Il y a plein de compétences qui sont transversales à tout type de métier. Les langues, quel que soit le métier, vous pouvez en parler.
Vous faites de la vente, quel que soit le métier, vous pouvez en parler. Marketing, vous pouvez en parler. Quels sont réellement les corps de métier? Alors oui, c'est sûr que si la personne qui a fait des études de droit et qui se lance dans la chaudronnerie, oui, ok, d'accord. Mais bon, en l'occurrence, je pense qu'on n'est pas dans cette dynamique-là. Il y a quand même des grands corps de métier qui sont communs à toutes les entreprises. Donc à vous, encore une fois, de tourner vos expériences associatives, professionnelles et votre formation, de les construire en corrélation ce avec quoi vous voulez postuler. Et il faut que ça soit cohérent. Si vous n'êtes pas cohérent, le recruteur, justement, il peut se dire « je ne comprends pas, pourquoi elle saute du coq à l'âne, je ne comprends rien, c'est quelqu'un qui n'est pas stable ». Il faut donner de la cohérence à votre CV et il faut qu'il y ait une ligne directrice. Ça, c'est un élément important. S'il y a un élément qui donne un caractère trop incohérent à votre CV, il vaut mieux ne pas le mettre. Ça, c'est un élément important. Alors, attendez, je vais revenir en arrière, justement. Voilà. Mais vraiment, très rapidement, justement, pour évoquer ce que j'évoquais, pour penser à ce que j'évoquais tout à l'heure. Bon, là, c'est très, très extrême, hein, mais c'est pas la globalité du CV qui m'intéresse là, en l'occurrence. C'est cette partie-là. D'accord? Parce que là, on voit ici, alors c'est de loin pour moi, mais là, ça doit être expérience professionnelle, et là, c'est éducation. Et on voit ici l'échelle du temps en noir, et les différentes diplômes, études et stages et expériences professionnelles, et qui sont en corrélation dans le temps. D'accord? Et là, il n'y a plus de séparation d'expérience professionnelle avec, parce que souvent c'est la question, ah ben oui, mais j'ai pas d'expérience professionnelle, alors je mets quoi en premier? Je mets les études, je mets l'expérience professionnelle, je sais pas quoi mettre, etc. Non, les choses sont liées. Les choses sont liées. Dans le cadre de vos études, on vous demande de faire des stages, on vous demande d'avoir des expériences à l'étranger. C'est pas innocent, c'est pour que vous puissiez mettre en pratique ce que vous faites en cours. Donc il y a un lien. Il y a un lien. Et il faut que ce lien soit visible et cohérent. Donc ça, c'est extrêmement important. Les valeurs ajoutées pour terminer, avant de répondre à vos questions, à mettre en avant sur les CV, notamment avec une vocation internationale. Dans un premier temps, ce sont effectivement les expériences professionnelles. Et quand je dis expérience professionnelle, je dis expérience professionnelle au sens large. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement vos boulots, ça peut être votre engagement associatif. Vous avez peut-être un engagement associatif. Et si vous n'en avez pas et que vous avez le temps de le faire, faites-le. C'est enrichissant à titre personnel. Et c'est une expérience que vous pouvez valoriser. Donc il faut effectivement le faire. Très sincèrement, ce sera plus intéressant d'essayer de s'engager associativement que effectivement d'être devant la télé ou autre. Pas que ça peut être intéressant d'être aussi devant la télé, mais c'est vraiment un temps mort. Hein. Essayez de construire effectivement votre temps de manière utile et intéressante pour vous. D'être au contact des gens, tout simplement. Les gens sont intéressants. Chacun a une histoire à raconter, il faut simplement aller les rencontrer, les gens. Et donc il faut le faire aux bons endroits. Les stages aussi, évidemment, bien valoriser ça, et toujours dans cet esprit de quantifier ces résultats. Ayez toujours ça à l'esprit, pas d'informations subjectives. Il faut des éléments quantifiés, avec les fréquences. Donc, je vous parlais tout à l'heure de faire une analyse de son travail. C'est dans son travail, dans mes stages, quotidiennement, quelles sont les missions que je fais. Hebdomadairement, mensuellement, par trimestre, sur une année de stage ou sur 6 mois de stage, quel est le projet ou les projets principaux que j'ai menés, quels sont les résultats que j'ai obtenus. Et ça, année par année, notez-le. Et en fonction de l'entreprise dans laquelle vous serez amené à postuler plus tard, vous n'avez plus qu'à piocher les informations qui vous intéressent et vous alimenter votre CV. Si vous ne le faites pas, dans 10 ans, vous aurez oublié ce que vous avez fait 10 ans avant. Ça, c'est clair. Les passions. Les passions, ça c'est un élément important, hein, les centres d'intérêt. C'est encore une fois ce qui vous définit, ce qui vous caractérise. Vous candidatez demain chez EF, vous avez comme passion les voyages, vous pouvez dire j'ai fait des voyages réguliers depuis mes 15 ans, j'ai visité X pays, j'ai déjà fait du trek, du machin, etc. Pour une entreprise comme EF, ça traduit votre personnalité, ça c'est plutôt des profils qui nous intéressent, donc c'est pas une compétence en soi, mais c'est un trait de personnalité qui nous va retenir notre attention. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Expérience académique, surtout si vous avez une école de qualité, il faut la mettre en avant. Et qualité du cursus, je l'évoquais tout à l'heure, donc tout le monde n'était pas arrivé. Ne fermez pas votre CV. Vous ne pouvez évidemment pas détailler tout le cursus de votre école dans le CV. Évidemment, ce n'est pas le lieu et vous n'avez pas la place de le faire. Mais à ce moment-là, soit vous renvoyez vers un lien du site
de l'école, ou si l'école n'a pas prévu une page dédiée où elle indique le détail du cursus, vous le faites vous-même, et vous renvoyez par l'intermédiaire d'un lien vers cette page-là. Le recruteur, comme ça, il n'est pas figé, il ne connaît pas toutes les formations de recruteur. Donc s'il peut aller jusqu'à cette information-là, il vous remerciera. Et il vous remerciera peut-être en vous recevant en entretien. Et dernier élément, évidemment, je finis par celui-là parce que c'est un élément qui, moi, me tient à cœur, évidemment, ce sont les expériences à l'étranger. Qui a déjà une expérience internationale dans le cadre d'un voyage académique ou un engagement associatif ou une ONG ou quoi que ce soit? Monsieur? Mademoiselle? Madame? Mademoiselle, peut-être, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En quelques mots. Hein. J'ai travaillé dans le référencement naturel en Angleterre. Pendant combien de temps? 4 mois. 4 mois. Et vous faisiez quoi exactement? Je m'occupais de l'utilisation des sites web pour une entreprise de voyage en ligne. D'accord. Et donc, C'est un CDD. et donc vos actions au quotidien, ça consistait en quoi? L'optimisation de page, Mhm, donc la recherche des mots-clés via Mhm. Google AdWords, mhm, l'analyse de trafic Mhm. via Google Analytics, la recherche de partenariats Mhm. via un autre logiciel. d'accord. Et donc ça, bien sûr, c'est mis en avant et valorisé dans votre CV. Bon, très bien. Félicitations. Donc effectivement, ça, ce sont des éléments qui sont clés. C'est effectivement, vous avez une expérience à l'international, bon là en l'occurrence c'est dans le cadre d'un CDD, mais ça peut être dans le cadre d'un stage, d'un engagement associatif ou même d'une ouverture culturelle personnelle. Valoriser ces expériences, ça traduit votre niveau de langue, ça traduit votre ouverture d'esprit. Encore une fois, vous allez postuler peut-être demain dans des entreprises à vocation internationale. À titre d'exemple, moi j'ai eu l'occasion d'aller chez Google à Paris, au siège qui est pas très loin de la gare Saint-Lazare. Ils sont 600 chez Google en France. Je pense qu'il y a peut-être une 50aine de nationalités différentes. Ils ne parlent pas un mot de français, ils parlent que anglais entre eux. 50 nationalités, je ne sais pas si vous vous rendez compte des différences culturelles, religieuses, etc. qu'il y a, et il faut que tout le monde travaille ensemble. Ça, si vous n'avez pas expérimenté l'ouverture culturelle en allant chez les autres, chez les gens, ça c'est pas forcément évident. Hein. Le culture choc, ça peut être difficile parfois. Donc il faut effectivement avoir cette curiosité des autres, tout simplement. Et ça, c'est en allant auprès des gens qu'on l'a. Parce que ici, vu de notre fenêtre, hein, par justement la petite fenêtre des médias, on a un avis un peu guidé de comment sont les gens. Justement, c'est un peu ce qui crée d'ailleurs les dissensions entre les peuples, les religions, etc. Et c'est en les rencontrant, en parlant vraiment avec des gens qu'on peut les connaître. Donc moi, je ne peux que vous engager à effectivement faire l'expérience d'aller à l'étranger, même pendant une courte durée, pendant vos vacances, donner un caractère utile à vos vacances. Hein, vous avez envie de partir 2-3 semaines, c'est bien d'aller à Malaga. Et c'est peut-être bien d'aller à Malaga et puis d'avoir une ouverture culturelle aussi. Mademoiselle? Et j'allais vous demander, vous avez comme une réponse sur vous, mais vu que c'est un stage de 5 semaines, mais le but de ce voyage, c'est vraiment le stage, c'est surtout d'aller dans notre avion. Ouais, mais du coup, je me demande moi comment mettre ça en avant. Je sais pas comment mettre ça en avant. Sur un CV, comment mettre en avant? Ouais. Si, parce que dans le domaine de compétences, vous allez mettre un onglet compétences linguistiques. Vous pouvez indiquer que vous avez justement réalisé un stage ou une mission de 5 semaines, je sais pas, à Dublin par exemple, ou autre. Si vous n'avez pas, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les petits documents que je vous ai laissés, vous avez une petite page sur tester votre anglais gratuitement. Vous testez votre anglais gratuitement et vous quantifiez vos résultats d'anglais grâce effectivement à l'évaluation que vous allez obtenir sur le cadre commun européen de référence. Et comme ça, vous quantifiez, vous qualifiez votre niveau de langue, vous valorisez votre expérience. C'est pas juste effectivement, je suis parti en vacances à Marrakech, c'était sympa. Non. Oui, bien sûr, vous êtes parti 5 semaines à l'étranger, mais c'est quelque chose qui vous a construit. Et c'est quelque chose que vous mettez en avant. D'accord ? Donc sur l'aspect de la présentation, j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé, je pense. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Il est 17h30 avant qu'on se quitte, madame. C'est juste savoir votre avis sur les CV sous forme de carte touristique ou mind map.
très visuel et Mhm. ça centralise tout. Donc vous êtes au centre, vous avez toutes les branches qui représentent vos activités, vos compétences, etc. Et qu'on peut entrelier entre eux. Mhm. Oui, encore une fois, on est dans l'idée générale de tout cet atelier, c'est encore une fois, c'est de retenir l'attention du recruteur. Donc encore une fois, ça peut vouloir dire prendre des risques, bien sûr, avec les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire déplaire. Ça peut, si, en fonction du cœur d'activité du secteur d'activité dans lequel vous postulez, sûr qu'encore une fois, si vous postulez, je sais pas moi, à la boucherie, je sais pas quoi, ou dans le service de compta analytique de Renault, bon, peut-être que c'est pas forcément le format de CV le plus approprié. Encore une fois, il faut faire un travail d'analyse préalable sur à qui je m'adresse, quelle est l'entreprise, quels sont ses us et coutumes, à qui je risque de m'adresser en termes de candidature pour pouvoir utiliser le support approprié. Il n'y a pas un support vrai. Rappelez-vous le CV de Michel, pareil, très graphique, mais qui offre comme porte de sortie au recruteur de rebasculer sur un CV traditionnel, si le recruteur le sait. Donc encore une fois, le CV n'est pas un outil fermé et on n'enferme pas le recruteur dans son CV. Il faut lui offrir des portes de sortie. Ça, c'est un élément important. Donc, dans le cadre de ce que vous dites, oui, bien sûr, moi, encore une fois, je ne peux que vous encourager à essayer des choses. Il vaut mieux essayer, avoir des échecs et on adapte, que, encore une fois, notre technique de bouteille à la mer, mais on n'a jamais de réponse. Et au final, on ne sait pas ce qui cloche pas. Donc il faut tenter, il faut oser. On est dans un marché, encore une fois, très, très, très concurrentiel. Donc il faut se démarquer, ça c'est un élément important. Vous avez des compétences, mais il faut qu'elles soient vues. Et pour être vues, il faut que le recruteur lise vraiment votre CV. Ça c'est un élément très très important. Monsieur il y a une certaine tendance donc, aujourd'hui à quasiment, on va dire, supprimer la lettre de motivation. Vous avez peut-être remarqué un peu. En tout cas dans les pays anglo-saxons ça se fait. Et en France, on a Capa par exemple qui se met dessus. Est-ce que vous pensez que de là, est-ce que ça impacte le CV? Est-ce qu'il faudrait alors là plus travailler sur le CV ou il reste tel qu'il est? Moi, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, encore une fois, il faut s'intéresser à savoir auprès de qui on postule déjà. Est-ce qu'on postule aux États-Unis ou nos entreprises en France mais qui a vocation anglo-saxonne ou de culture anglo-saxonne? Et effectivement, la manière de postuler va être différente. Donc en fonction de ça, ça va vous donner une indication de savoir ce que vous devez faire. Déjà, c'est un premier élément. Maintenant, d'une manière générale, en France, la lettre de motivation, en tout cas c'est mon avis, reste de même importance, encore une fois pour obtenir un entretien, à 50-50. Donc il faut effectivement y être attentif, parce que sinon vous allez quasiment au bout du cheminement, c'est-à-dire que vous êtes dans la shortlist, mais vous n'êtes jamais reçu parce que vous avez bâclé votre lettre de motivation. Donc il faut effectivement, encore une fois, être attentif. Maintenant, effectivement, en fonction de l'entreprise, si la lettre de motivation est pas un outil, rappelez-vous le CV d'Agenblut ou de Michel, où justement on est plutôt dans cette schématisation de CV à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que on est déjà presque dans le dialogue avec le recruteur, c'est pas uniquement un état des lieux de ses compétences, avec justement on raconte cette histoire qui invite le recruteur à nous contacter. Donc finalement, on a un peu cette compilation de CV, de lettres de motivation dans un seul et même outil. Mais encore une fois, on l'a évoqué, vous d'ailleurs, ça vous a un peu heurté, peut-être pas le terme, mais en disant c'est pas vraiment l'outil où on ne peut pas faire ça, ce que vous avez dit, on ne peut pas faire ça en France. Encore une fois, à qui on s'adresse? Il faut faire attention. Un CV traditionnel, effectivement aux États-Unis ou ailleurs, ça passerait pas du tout, par exemple. C'est eux qui diraient on ne peut pas faire ça, par exemple. Donc il faut faire attention à ça. En termes de conseils, vous qui êtes recruteur, on va dire, est-ce que par exemple là, si on se met sur un site comme Capa ou même LinkedIn, parce qu'on peut postuler directement avec le CV, bien sûr. De là, est-ce qu'il faudrait derrière envoyer quand même une lettre de motivation ou juste s'en arrêter à postuler avec un CV générique déjà uploadé? Qu'est-ce qui serait mieux? Après, c'est comme tout. Si vous avez une annonce, il faut déjà lire l'annonce. Souvent sur l'annonce, c'est mentionné CV, lettre de motivation obligatoire, ou CV. Donc encore une fois, il faut être curieux et se renseigner par rapport à ce qui se fait. Je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. La règle, c'est d'être attentif. C'est ça la règle. Mais justement, par exemple, il n'y a pas de précision. Ça dépend. Je fais super attention à ça. Il n'y a pas de précision. Une boîte qui propose une offre d'emploi sur LinkedIn, vous cliquez, envoyez votre CV, c'est tout.
Ça dépend, ça dépend. Maintenant, encore une fois, vous postulez où? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est aux États-Unis? Si c'est en France, l'us et coutume, c'est plutôt de faire CV, lettre de motivation. Donc, moi, j'ai un principe qui est c'est par défaut, on s'abstient. Donc, effectivement, l'us et coutume, c'est de dire en France, la coutume, c'est lettre de motivation et CV. Je vais le faire. Je vais m'abstenir de mettre que mon CV, par exemple. Si on n'a pas l'info, à ce moment-là, il vaut mieux mettre les deux. Au pire, elle ne sera pas lue. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Ok? Est-ce que vous pourriez nous indiquer des sites de référencement pour ceux qui s'intéressent aux USA pour savoir quel type de CV là-bas sont... Parce que nous, on est très français, justement. Je voudrais connaître les tendances là-bas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur un CV, ne serait-ce que pour la demande de carte verte. On a déjà un dossier et envoyer son CV. Oui, alors ça, c'est pas ça, c'est une autre démarche encore. Hein. Oui. Ça, c'est encore une autre démarche. Ça doit être différent entre la demande, l'envoi de son parcours professionnel pour la carte verte, l'envoi pour les employeurs. Qu'est-ce que je pourrais trouver tout ça? Sur Internet, il faut chercher sur... Non, j'ai pas comme ça de site à vous donner. Mais... Non, je marque juste CV en américain et puis après, je vais avoir des... Après, encore une fois, c'est lié aussi au secteur d'activité. Il faut à ce moment-là, dans votre recherche Google, être précis pour effectivement avoir des réponses qui soient précises. Il n'y a pas un modèle de CV américain. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être un peu plus curieux de ça. Le CV français comme ça, figé, c'est très mal vu. Non, je dirais que c'est pas ça que je disais. Ce que je disais, c'est qu'un CV qui pourrait passer en France ne passerait pas aux États-Unis, parce qu'effectivement, les us et coutumes sont différents. Donc il faut effectivement se renseigner. Après, j'ai pas là comme ça de site, ça dépend du secteur d'activité, j'ai pas de site à vous donner en particulier, mais il faut justement être curieux, encore une fois, être attentif et curieux à ce qui se fait, ça c'est un élément, et l'être dans le temps. C'est pas parce que vous regardez aujourd'hui que dans un an ce ne sera pas différent. Hein, il faut être curieux dans la durée pour effectivement que votre outil de CV reste au top, je dirais, des dernières tendances. Maintenant sur la carte, sur les États-Unis, je vous mets quand même vraiment en garde sur l'aspect de postuler et de travailler. C'est extrêmement difficile. J'ai une collègue moi qui vient d'obtenir sa carte verte, ça fait 10 ans les dossiers, c'est sur loterie, c'est très compliqué. Non mais je voudrais travailler d'abord en France. Je préfère être franc avec vous. Pardon? Moi, moi en fait, donc je travaille chez EF comme ce qu'on appelle chez nous le school représentative, c'est-à-dire que je fais la promotion de la pratique des langues vivantes dans les milieux étudiants et enseignants, donc aussi bien pour le secondaire, c'est-à-dire les collèges, les lycées, que les universités et les grandes écoles. Donc par différents biais, c'est-à-dire qu'on partage un certain nombre de ressources et d'outils académiques. Je vous ai par exemple indiqué le site pour tester son niveau d'anglais. Ça c'est un premier. Pardon ? Pourquoi c'est gratuit ? Parce que il faut démocratiser. Au jour d'aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 milliards d'individus dans le monde qui s'intéressent à l'apprentissage de l'anglais. Est-ce que vous savez quel est le nombre de personnes qui parlent anglais dans le monde ? Moins que les Chinois, moins que les Espagnols aussi. C'est la 3e langue la plus parlée au monde. Il y a à peu près 380 millions de personnes qui parlent anglais. Dans 20 ans, c'est-à-dire que quand vous serez en plein cœur de votre activité professionnelle, la moitié de la planète parlera anglais. D'accord ? Donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir dans quelle moitié on a envie d'être. C'est la seule question qu'il faut se poser. L'anglais, c'est une compétence transversale, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Au jour d'aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, vous aurez un collègue, un client, un fournisseur, un N+1 qui sera anglophone. C'est impossible de ne pas parler anglais. C'est impossible. C'est impossible, vous vous fermez trop de portes. Donc il faut effectivement déjà en avoir conscience. Donc l'idée, au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de tests. Vous avez certainement entendu parler de tests comme, je sais pas moi, l'IELTS, le TOEIC, le TOEFL, le BULAT, le Cambridge. Ce sont des tests payants à faire, etc. Voilà. L'idée, c'est vous avez à peu près 200 millions de personnes qui sont intéressées par ces types de tests-là. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait des 1,8 autres milliards de personnes qui ont envie aussi quand même de savoir. Nous, on a décidé de s'intéresser à ces personnes-là. Donc on a développé, puisque nous, on l'utilise pour nos écoles. Donc le test existe, la plateforme existe. En soi, maintenant, elle ne coûte rien. Donc c'est de démocratiser justement cet aspect-là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'ont pas conscience de leur niveau de langue réel. Donc c'est de démocratiser l'outil, faire prendre conscience, c'est pour ça que mon travail existe, faire prendre conscience que c'est important non seulement de parler anglais,
d'aller vers les autres. On ne peut pas... c'est très bien Nogent-sur-Marne, hein, j'adore, c'est très joli, hein, les guinguettes, tout ça, c'est super. Mais le marché du travail, ça va être quand même beaucoup plus sauvage que ça. Hein. Il va falloir quand même s'armer très sérieusement. Donc il faut en avoir effectivement conscience et valoriser son CV et avoir une forte connotation internationale. Ça, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, très clairement, je parlais de Google tout à l'heure parce qu'on a travaillé avec eux. Google ne recrute pas de candidat qui n'a pas d'expérience à l'étranger. Moi, j'ai été jury pour le concours passerelle pour l'école de management de Normandie, pour tout ce qui est MBA et Master. La directrice m'a fait très clairement comprendre, et c'était des candidats avec des profils extraordinaires. Hein. Je peux vous assurer que vous vous sentez même tout petit hein, à côté de ce genre de profil-là. Elle m'a dit très clairement, quelqu'un qui n'a pas 6 mois d'expérience à l'étranger, on n'en veut pas. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et si on conscience qu'il y en a qui vont à l'école et que 6 mois, ça ne se calme pas comme ça dans sa tête? Il y a un modèle, le modèle scandinave est un bon exemple. Alors déjà, ils ont une exposition à l'anglais qui est dès le plus jeune âge. Les enseignants de langue en France sont les enseignants qui sont le mieux formés à l'apprentissage des langues. On décrit souvent le système de formation en France est souvent décrié, notamment par rapport aux langues. C'est faux. Un certain nombre d'études européennes tend à montrer que la formation des enseignants, les enseignants de langue en France sont extrêmement bien formés. Ce sont des gens de très grande qualité. Le problème n'est pas tant lié à la formation, elle est liée au niveau d'exposition aux langues de manière générale. La France est un pays important. Donc il y a une protection de la langue française qui est réelle. Après, je ne suis pas forcément pour le tout anglo-saxon, mais force est de constater que si vous allez en Suède, si vous allez au Danemark, dès le plus jeune âge, les gamins, ils regardent les dessins animés, un Bob l'éponge, ils le regardent en anglais, hein, ils ne le regardent pas en français. Donc il y a effectivement cette exposition aux langues dès le plus jeune âge, et c'est très répandu dans les coutumes anglo-saxonnes. Par exemple, les Danois, ils passent leur bac, et tous sans exception, ils partent une année à l'étranger. Ils ne commencent pas immédiatement leur cursus universitaire post-bac. Et enfin, moi je ne sais pas si... Pardon. Ben, oui, mais c'est aussi une démarche personnelle. C'est aussi une démarche personnelle. Moi ça a été mon cas, je ne sais pas si ça a été vôtre. Moi post-bac, très sincèrement, je ne savais pas quoi faire. Hein. J'étais un peu paumé comme beaucoup de lycéens. Je me suis inscrit en fac d'histoire, parce que j'aimais l'histoire, mais bon, est-ce qu'il y a des débouchés, pas, j'en sais quoi. Passer du lycée, moi c'était la fac de Nanterre, hein, Nanterre-Paris 10, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'usine, le truc. Je peux vous assurer, j'avais 18 ans, moi j'étais paumé là-dedans, quoi, hein, ça me ressemblait pas, c'était pas... Bah, comme beaucoup d'élèves, en décembre j'ai arrêté. Voilà. Et puis bah, on perd une année. Donc nous, il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent, pareil, voilà, non, moi j'ai arrêté les études, ça ne m'intéresse pas, je voudrais effectivement peut-être pas perdre toute mon année, je vais partir 6 mois à l'étranger. Alors ils font ce choix-là par défaut, c'est mieux que rien. Mais si, encore une fois, il faut avoir de la cohérence dans son parcours, c'est qu'est-ce que je veux? J'ai conscience que ça c'est important, et je mets les moyens pour obtenir ce que je veux. Et à ce moment-là, en tout cas c'est le choix de beaucoup de pays scandinaves, ou en Allemagne, ou ce genre de choses, c'est assez répandu, et ben voilà, je vais prendre une année de temps pour moi, je vais partir à l'étranger, déjà je vais mûrir. Hein, souvent c'est un peu le débat entre la génération X et la génération Y, vous avez souvent certainement entendu parler de ça. Moi ce que j'ai coutume de dire, surtout pour les garçons, moi je fais partie de la génération X, le passage un petit peu à l'âge adulte, c'était le service militaire. Hein, on partait au service militaire, bah, ça faisait mûrir un petit peu, hein, on quittait un peu le giron familial, on prenait un peu du plomb dans la tête et puis on était un petit peu plus adulte. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus ce schéma-là, et d'ailleurs beaucoup de personnes tendent à expliquer que c'est peut-être ce qui peut expliquer un peu les maux justement de la société française et d'autres pays peut-être. Moi je trouve que l'expérience internationale remplace le service militaire. C'est justement un peu le rite initiatique de la génération Y et de la génération Z de demain. Ça permet de grandir, on va vers les autres sont riches d'expériences. Peut-être qu'effectivement on fait partie d'un cercle familial d'études qui est un petit peu guidé, on va tous vers le même type d'études, tous vers le même type d'avenir. Si on s'intéresse un petit peu aux autres, les autres vont peut-être nous donner des perspectives nouvelles auxquelles on ne pensait pas. Ah bah toi t'as fait ci, t'as fait ça, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Et peut-être que si j'avais eu cette opportunité-là, je ne me serais pas inscrit en fac d'histoire, j'aurais peut-être fait autre chose. Et je peux vous assurer que quand vous revenez après de 6 mois ou 1 an d'études à l'étranger, vous êtes bilingue, vous êtes riche d'une expérience à l'étranger, d'une ouverture culturelle, vous postulez dans l'école que vous voulez. Il n'y a aucune limite. Mais il faut se donner les moyens.
parliez de génération X et Y, et mademoiselle, quand je vous entends dire oh, je vais perdre 6 mois, c'est pas évident. Je ferai partie de votre génération, je partirai tout de suite. Vous avez les programmes européens avec des tas de facilités, des agences de placement, etc. C'est plus. Non, mais en France même, il n'y a pas cette facilité de partir non plus. On peut partir et si on n'a rien, si on n'a pas anticipé notre retour, justement. Ah, mais ça impose de s'organiser, ça se prépare. Ça se prépare. Plutôt que de le faire par défaut, ça se prépare. C'est pas le fait d'avoir peur de partir, c'est surtout d'avoir peur pour le retour. D'accord, dans ce sens-là. Mais ça c'est comme le CV. Hein. C'est sûr qu'à pas prendre de risques, on risque pas grand-chose. Mais parfois, pour gagner, il faut risquer un petit peu. Moi j'en ai une dernière, même si pour revenir aux langues. C'est ce dont on discutait pour ceux qui sont sortis d'école de commerce. On nous a tous vendu que dans 20 ans, dans 30 ans, tout le monde parlerait anglais. Donc vous avez intérêt à être très très bon. Mais pour le peu d'expérience à l'étranger ou même sur place, moi je remarque que c'est plus vraiment ça. Par exemple, aujourd'hui, moi je trouve des PME qui recrutent pour parler chinois par exemple. Les pays à forte croissance aujourd'hui qui parlent portugais c'est vrai. ou allemand. Donc est-ce que vraiment l'anglais va rester cette pont entre ce pont professionnel, on va dire? Ah oui, pour moi c'est effectivement une langue transversale. Maintenant, vous parliez du chinois, je vais vous donner un exemple. Au-delà de l'aspect linguistique, encore une fois, il y a la dimension culturelle. Les bureaux EF à Paris sont juste derrière les Galeries Lafayette. Peut-être des commerces que vous fréquentez. Pour vous donner un ordre d'idée, maintenant, Galeries Lafayette, 60% de la clientèle, ce sont des Chinois. Je peux vous assurer que nous, on est dans la rue qui est juste derrière, c'est des bus anti-chinois. C'est un truc de fou, quoi. Les vendeurs au Galeries Lafayette, c'est que des marques de luxe, ils sont bilingues anglais, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Hein. Pardonnez-moi ? Il y a beaucoup de vendeurs chinois aussi. Oui, mais pas que. Mais par contre, ce qu'ils font, nous on a énormément, en plus de par la proximité, justement 2 responsables commerciaux qui viennent nous voir pour intégrer notre école de Pékin. Alors pas forcément des semaines, hein, mais ils partent justement en Chine. Alors, ils vont pas revenir bilingues en 3 semaines en mandarin, parce que c'est pas le même alphabet. Hein, vous vous rendez bien compte du travail qu'il faut fournir pour apprendre une langue qui a un alphabet différent. Mais ils le font parce que ils vont comme ça avoir des notions, mais ils vont aussi appréhender la dimension culturelle, parce que vous ne faites pas du commerce avec des Chinois comme vous le faites avec des Occidentaux. Ça n'a rien à voir. On ne travaille pas de la même façon. Et pour eux, parce que eux, quand vous vendez une montre à 10 000 €, je peux vous assurer d'en vendre une de plus ou une de moins, ça fait quand même une sacrée différence. Donc ils sont quand même très très attentifs à ça, et ils n'hésitent pas à envoyer effectivement leurs meilleurs commerciaux en formation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Manuel Valls qui est parti il y a quelques mois en Chine pour signer des contrats. Il y a une image qui est passée, il y est resté peut-être une semaine, hein, il y a une image qui est passée dans les médias, c'est juste à un moment où il dit, je sais pas quoi, enfin bon bref, les investissements chinois sont bienvenus en France, mais il le dit en chinois. Il ne parle pas chinois, hein, Manuel Valls, hein, qu'on se comprenne bien. Mais ça montre au public français et ça montre aux prescripteurs chinois, finalement c'est une attention, hein, je vous rappelle, c'est comme Hagen Blunt, il met le petit post-it sur le CV, j'ai une attention pour vous. Il ne parlera jamais chinois, Manuel Valls, mais voilà, il y a cette dimension, on tend la main à l'autre. Et ça fait quand même la différence. Néanmoins, pour répondre peut-être plus directement à votre question, je pense que l'anglais reste quand même vraiment la langue clé. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à partir du moment où on maîtrise bien une deuxième langue, généralement, les autres langues suivent assez facilement. À partir du moment où vous avez déjà une très très bonne compétence en anglais, surtout sur les langues un peu latines ou anglo-saxonnes, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des appétences en italien, en espagnol, mais enfin. Surtout l'allemand. Voilà, l'allemand c'est déjà une structure un peu différente. Mais je veux dire, voilà, si votre cerveau est habitué à apprendre les langues, si vous aimez ça en plus, les autres langues, ça peut suivre assez rapidement derrière, et vous pouvez assez rapidement vous rapprocher du portugais, de l'espagnol, qui sont aussi des langues et des marchés très très importants. Après, bien sûr, on peut aussi parler de la Russie et de la Chine. Bon, là, il faut quand même déjà se donner plus de moyens quand même pour déjà maîtriser ces langues-là. Mais déjà, commençons par l'anglais, ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien. Je vous remercie pour votre temps. Encore une fois, n'hésitez pas à tester votre niveau d'anglais. Vous avez aussi un petit coupon jeu concours si vous voulez. Il y a un voyage à Miami à gagner. Donc si vous voulez participer, il y a une petite question à laquelle répondre. Vous me rendez le coupon en descendant. Et puis, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre participation. Merci. À l'école fréquentée, c'est... Ici, si vous êtes étudiant.